Bonjour tout le monde! Et oui, désolé, c'est avec un rhume que je vous accueille au 3e épisode de la saison 2018 de la saison, pas la saison, mais l'année. C'est moi, c'est des nouveaux départs. C'est parti, moi, c'est comme ça. C'est la saison, disait Patrick Normand. Souvenir, qui est une chanson une de mes chansons thèmes de mes vacances d'hiver. C'est la saison de Patrick Normand. Allez écouter ça. C'est un 7 carré qui met du soleil dans un hiver. Oui, non, j'ai la voix un peu fatiguée. Je reviens de Gaspésie présentement. Aujourd'hui même, là, j'ai conduit 10 heures comme un défoncé au moment d'enregistrer ceci avec mon ami Charles Pellerin, Chucky Pellerino, que vous connaissez comme étant notre scout maison ici à Dretsuite. On a terrorisé les patinoires extérieures de la baie des Chaleurs. Et d'ailleurs, avec nos chandails de hockey, j'ai d'ailleurs remis à Charles son cadeau de Noël en Gaspésie. Un chandail du Canadien flambant neuf de Jesperi Kotkaniemi. Parce que Charles croyait en Kotkaniemi avant tout le monde, bien avant le repêchage. Pour ceux qui ne me croient pas, allez écouter l'épisode de juin 2018. C'est un épisode où il prédit bien des choses. Et il s'est avéré avoir raison. D'ailleurs, Michel Lacroix au Centre Bell, que je soupçonne, qui a de plus en plus de plaisir à prononcer le nom de Jesperi Kotkaniemi. À chaque fois, tu vois, il commence à être rodé, Michel. Ça, c'est tout à son honneur. Bravo, Michel. Oui, on est allé jouer à Gaspésie. J'ai donné à Charles un chandail du Canadien. Il y en avait déjà mais tu sais, un chandail d'enfant. Plus jeune, et moi, je pense qu'un chandail du Canadien, t'en as un d'enfant, à un moment donné, ça t'en prend un d'adulte. C'est comme un pénis, il faut qu'il y ait une transition à un moment donné. Sinon, les gens autour s'en rendent compte, puis ils disent, hey, c'est pas normal, comme quelque chose qui se fait pas. Et là, évidemment, je parle du pénis. Alors, donc, j'essaie toujours de commencer mes introductions dans la plus grande confusion, et à date, c'est assez réussi. Oui! C'est la saison du hockey extérieur. Allez jouer sur la patinoire extérieure de votre quartier. C'est incroyable. Je salue les gens de Maria. On est allé jouer à la patinoire de Maria dans la ville de Chaleur, ville où il y a l'hôpital. Donc, si vous avez affaire à l'hôpital, allez là-bas. Et mon grand-père était chirurgien à l'époque. Je le mentionne à tout le monde parce que à chaque fois, je croise des gens. Moi, mon grand-père, Adrien Gauvreau, là, les gens ont toujours ils ont toujours une cicatrice à me montrer de vésicule biliaire. C'est tout le temps absolument sur la limite de répugnant. Et ça, ça me fait vivre des moments que j'aime bien. Et donc, on est allé à Maria. Et je veux saluer tout le monde de la patinoire. C'était un grand plaisir de jouer là. Surtout le monsieur qui s'occupe de la patinoire. Ils ont toujours beaucoup de choses à compter, les messieurs de patinoire. 3-4 vies dans une. Ils se mettent à te jaser, puis après 4 minutes, tu apprends qu'il y a 3-4 meurtres à son actif, qui a habité 2 ans à Saint-Hubert en 86. C'est tout le temps, c'est incroyable, ça mène à des moments mémorables et il finit par dire « Ah ouais, va-t'en, je veux m'en aller le jeune ». Mais donc, je salue, la patinoire à Maria est incroyable, une taille réglementaire. Il y a une Zamboni, la patinoire extérieure, il y a une Zamboni. La glace est immaculée, elle me redonne foi en la race humaine. Donc, salut au monsieur Maria et à tout le monde avec qui j'ai joué. D'ailleurs, message particulier au gars... il y avait un gars adulte qui était très fier de marquer 9 buts contre des enfants de 7 ans. Je veux juste te dire, mon gars, t'es un énorme loser. Et ça change rien au fait que ta vie te glisse tranquillement entre les mains et de manière irréversible. Donc, non, je fais des blagues. Mais ça fait toujours rire les gens qui s'amusent à torcher les enfants puis sont comme « Yeah! All right! » Trouve-toi des objectifs un peu plus louables, mon grand. D'ailleurs, on a aussi... d'ailleurs, moi et Charles, on aime ça identifier les jeunes. Là, puis c'est le fun de jouer avec des jeunes. Là, on se voit, on se reconnaît en eux, puis on se dit lesquels seraient les nôtres. Ça serait le mien. Lui, là-bas, qui broye ça, là, à grand coup de cross-check dans le dos, ça c'est non. Alors, on se dit, ça, c'est le mien, lui, il est hot. Et, d'ailleurs, message au petit gars à Maria que je me suis tassé, tout content, je me suis tassé pour le laisser compter dans le filet ouvert et il s'est empressé là, de me tirer la rondelle directement sur le tibia. Il a vu dans mes yeux quand j'ai lâché un calice. Ça faisait mal pareil. Là, tu sais. Moi, j'essaie d'être sport, je me tasse et il m'envoie ça. Et alors ben, c'est pas grave. On est là, puis on regarde le sourire, puis j'ai un bleu, puis la gangrène est en train de pogner dans... Mais ben, regarde, c'est pas grave. Alors, ça sera... Les excuses ne sont comme jamais venues. Mais ça, c'est... Quand t'as 8 ans, tu t'en rends pas compte, puis c'est bien correct. Regarde, c'est pas grave. J'ai déjà été cet enfant-là. Bon. Alors... salutations aussi, on t'a joué à New Richmond, la municipalité de New Richmond, d'où vient mon père. Donc, salut aussi les gens de New Richmond. Mario et son frère qui s'occupent de la patinoire à New Richmond. Encore une fois, man, allez remercier les gens qui s'occupent de vos patinoires communautaires. C'est tout le temps de manière majoritairement bénévole. On a appelé Marion un soir, la lumière marchait pas, il est venu.
Il a ouvert la pièce avec le breaker avait sauté. Puis, c'est parce qu'il nous a expliqué que ça s'est pas supposé de la manière. C'est qu'il y a un petit problème. Alors, regarde, c'est qu'il faut changer le filaire. Regarde, Mario, il y en a. Merci. Merci d'être venu. Il est venu avec son père. Il habite pas loin, tu sais, mais merci d'être venu, Mario. Il est occupé. Ça a été un séjour mémorable. Allez jouer à vos patinoires extérieures respectives. Je vous avertis, c'est jamais simple. C'est jamais simple, jouer une passion extérieure, trouver le monde, tout le temps quelqu'un finalement peut plus. T'arrives là, la cabane est barrée, il y a de la lumière en dedans, le gars est pas là. Appelle Robert, c'est parce qu'il y a la clé, mais finalement, c'est que c'est le beau-fils. C'est jamais simple d'aller jouer une passion extérieure. T'arrives là, tu perds ta rondelle après 4 secondes. Ou t'allais la chercher dans la neige, tu la trouves pas, t'as les mains gelées. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Il y a une chanson d'Émile Bilodeau qui parle de hockey extérieur, je pense que ça tourne sur le hockey, où il dit, je cite, « Faire des belles passes avec des messieurs qu'on connaît pas. » Fermez les guillemets. Et c'est exactement ça. Aller jouer dehors, le vent d'en face, un bâton qui te frôle l'arcade sourcilière. Ah, j'ai failli perdre un œil aussi, imagine. Ouais, oui, garde, c'est ça. On en fait pas de cas et on s'amuse avec des étrangers. Alors, voilà. Donc, voilà, c'était mon message qui est financé par... participation, on dirait, je sais pas. Non, par personne, pour vrai, là, c'est vraiment, allez jouer dehors, c'est vraiment le fun. Et tout ça pour dire, tout cet épisode à date, à thématique de old-time hockey, ne peut que me mener au bon vivant qui est monsieur Éric Messier. Éric Messier qui, pour les plus vieux, se souviendront, a joué pour l'Avalanche du Colorado dans les très bonnes années. Et qui est un homme extrêmement sympathique. Que dire, il s'est déplacé à Montréal pour l'enregistrement de cet épisode-là, le 13 août 2018, mais c'est pas rien, il est venu de Sorel et j'apprécie ça grandement. 13 août 2018 qu'on a enregistré ça. Éric, avec qui j'ai un lien, parce que ma tante, l'honorable Fabienne Desroches, que je salue, qui écoute présentement peut-être le podcast et que je lui envoie une pichenote sur la fesse gauche. On est bien, dans la famille, c'est comme ça. Hein? Chacun a sa famille, et puis nous, chez nous, c'est comme ça. Il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de tabou. Alors, Fabienne Fabou de Lidou, qui est directrice du cégep, et donc qui m'a fait une passe direct sur le tape, c'est le cas de dire, pour recevoir Éric. Et Éric, mon Dieu, je vais arrêter de parler, je vous laisse le découvrir, mais c'est un homme fort sympathique et qui a d'excellentes anecdotes. Voici monsieur Éric Messier. Direct sur le tape. Avec David Bocage. All right, fait Éric Messier, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Viens-tu souvent en ville? Pas trop, non. Avec les pompes, la construction un peu partout, on essaie d'éviter la ville. Fais pas exprès? Non. Quand on a affaire seulement. Ouais, c'est ça. T'es basé à quel endroit? À Sorel-Tracy. C'était pour quelle raison que tu avais choisi de t'établir là en premier? C'est à cause de ma femme. Ah, mais elle t'a suivi pendant un bout, là? C'est justement, c'est elle qui m'a suivi pendant tout le temps que j'ai joué au hockey. Fait que c'était à mon tour de la suivre quand j'ai fini de jouer au hockey, justement. C'est une fille de Sorel? Ouais, de okay. Tracy. De Tracy, c'est très important. Comme le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean ne niaise pas avec ça. Non, ça a l'air. Moi, je viens pas de là, fait que je peux me permettre de niaiser un peu là-dessus, mais les plus vieux... c'est important de dire Sorel ou Tracy. Ouais, mais t'es là aussi, je sais pas comment ça a donné dans le timeline, là, mais t'es là aussi en raison de ta job. Ouais, dans le coaching, je coach l'équipe collégiale là, du cégep de Sorel-Tracy. Fait que je suis là, c'est déjà ma 10e année là, qui va commencer au mois d'août. Déjà 10 ans. Ouais. Toi, t'as 44, là? Ouais, 44, fais-moi de pas penser. Non, mais j'allais dire, ça veut dire que t'as commencé à 34, qui était pas vieux quand je pense. Là. Ça fait-tu... parce que t'avais été un petit peu dans le junior avant. Ouais, j'ai été 4 ans dans le junior. Moi, j'ai fini de jouer l'année du lockout en 2004. J'avais 30 ans, j'ai été blessé, puis j'ai joué 20 games cette année-là. Après ça, il y a eu le lockout d'un an, fait que j'étais pas en mesure de faire un retour là, en 2000, saison 2005-6. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a fini de ton côté? C'était une blessure au poignet. Une blessure, c'était pas un coup de cochon. Là. C'était vraiment un accident, là, si on peut dire. Là. Je me suis fait... squeezer le poignet dans la bande, là, de mise en échec. Je protégeais ma rondelle, puis le poignet, j'avais le poignet un peu comme la cheville à Moïse Salou dans le temps là, des expos. C'était pas beau. C'était pas beau. J'ai eu 3 opérations, puis la première opération, le médecin il m'a dit qu'il y avait rien à faire là-dessus. C'était comme oublie les sports de contact, là, t'es fini. J'en ai fait quand même. J'en ai eu 2 autres, mais 2 autres par 2 autres médecins différents. Mais c'était tous des spécialistes de main ou de poignet. Là. J'avais vu le médecin à Baltimore et les expos venaient de déménager à Washington. Ouais.
Puis c'était le médecin qui, justement, surveillait tous les lanceurs des anciens expos, tout ce qui était doigt ou... Ces blessures-là, ouais. Fait que quand tu vois les spécialistes puis ils disent tout c'est fini, ben c'était vraiment fini. C'est vraiment que c'était rendu trop fragile, dans le fond? Ben, tu sais, je suis pas capable de lever mon bâton d'une main. À cette heure, les bâtons pèsent une plume, mais je suis pas capable de lever je suis encore capable de jouer, c'est ma main d'en haut, mais je veux dire, j'ai plus de force dans le poignet ou OK, c'est vraiment à ce point-là, là. Ouais, c'est fini. On s'habitue avec le temps, là. On est capable de... Fait que tu joues au hockey d'une ligue de garage? Ouais, dans une coupe de lignes de garage, je vais être appelé, là. C'est des ligues que t'arrives puis on sépare les gars. Il y a pas de tableau, il y a pas de point au tableau. Ouais. Après 5 buts, on change de gardien. Fait que il y a pas de rivalité. Ça t'empêche pas de jouer ta main? Non, vu que c'est ma main d'en haut pis c'est pas contact, je suis capable de jouer, mais tu sais, jouer contact, là, c'est sûr que non. Pas d'affaire de semi-pro, là. Après. Non, c'est fini ce temps-là. Puis pour prendre un tir, t'es-tu quand même capable de mettre du poids? Je suis encore capable. Ouais. Mes gardiens, ils sont pas encore capables de m'arrêter. Non, je suis encore capable. L'ego est encore intact. Voilà. L'orgueil est encore là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui a fait que pendant le lockout, dans le fond, tu t'es blessé la saison avant le lockout? Avant le lockout, ouais. Fait que le lockout, avant les fêtes. Fait que toi, dans le lockout, j'étais arrêté. J'ai pas, on demeurait en Floride. Fait que c'était quand même, c'est pas une mauvaise place à rester durant l'hiver. Fait qu'on a profité, là, pendant le lockout. On savait que c'était notre dernière, hiver au chaud, fait qu'on on est redéménagé là, au printemps suivant. T'as joué combien d'années au total? J'ai joué 9 ans professionnel, 7 ans dans la Ligue nationale, puis 2 ans dans la Ligue américaine. Ouais. C'est quand même plus que la moyenne. Ouais, quand tu regardes ça, la moyenne, je pense que c'est 4 ans, un peu plus que 4 ans. Fait que j'ai dépassé la moyenne un peu, mais... 9 ans puis une couple d'années plus tard. Ouais, tu sais, mais j'aurais aimé ça jouer encore sûr. Un autre 10 ans. Là, mais, disons que mon style de jeu, j'étais pas un étoile non plus dans la ligue. Fait que je pense pas que j'aurais été capable de jouer un autre 10 ans, mais j'aurais aimé ça au moins un autre 5 ans. Jusqu'à milieu de la trentaine, ça aurait été une belle âge pour arrêter. Comment t'as vécu ça? Parce que c'est pas toi qui as décidé d'arrêter. Hein? C'était facile parce que l'année, il y a eu le lockout. Ouais. Puis personne jouait. Fait que c'est pour ça que c'était plus facile. Moi, j'étais arrêté, mais tout le monde était arrêté alentour de moi. Puis l'année d'après, ben là, c'est là que j'ai commencé dans le coaching. J'ai été assistant à Bécomo. Mm-hmm. Fait que j'étais encore impliqué dans le hockey. Fait que c'était plus facile là, à avaler la pilule, si on veut. Là. Ouais. Il y a eu comme une transition, un timing qui t'a aidé, là, malgré... Ouais, puis on était dans le sud. Fait que c'était pas une mauvaise place à rester. Une vacance qui s'est prolongée, c'est ça? Quand tu étais à Bécomo, le coach en chef, c'était... Éric Dubois. C'est ça? Ouais, j'étais coach avec pendant 3 ans. Qu'on a reçu ici, ouais. Oui. Comment t'as trouvé ça? C'était bien le fun. On a passé 3 belles années. C'est des années qui ont peut-être été moins faciles, mais tu sais, entre les deux, là, on a toujours eu une bonne relation là, entre moi et Éric. Puis j'ai été après ça 1 an à Shawinigan comme encore assistant coach avec Éric Veilleux. Lui et Éric, j'avais joué les 2 années dans la Ligue américaine. On a gagné à Hershey ensemble. Fait que c'était facile aussi. Je le connaissais, il me connaissait. Puis ensuite de ça, ça rétrécit. La Ligue, elle a commencé au niveau collégial. Puis c'était chez nous, dans ma cour. Fait que la décision était facile à prendre. Comment, c'est toi qui as approché les collèges, eux qui t'ont approché? Non, c'est eux autres qui m'ont approché comme de quoi que la Ligue était pas encore démarrée, mais comme de quoi qui était supposé de commencer l'année d'après. Fait que je m'en ai parlé, j'ai averti tout de suite Éric Veilleux comme de quoi que probablement l'année d'après, j'étais pour changer de ligue, changer de job, puis je l'ai mis au courant avant qu'il l'apprenne des médias ou qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre, parce que le monde de hockey, c'était un petit monde, puis mon nom, il avait déjà circulé comme de quoi que je m'en irais coach à Sorel, fait que je l'ai mis au courant assez vite. Il y a aussi un peu au niveau du mode de vie, tu sais, quand toi t'avais des jeunes enfants, en plus, à ce moment-là. Ouais, disons, j'ai 3 enfants, puis à l'époque, mon plus jeune commençait, mon plus vieux, c'est-à-dire commençait la première année, les autres n'étaient pas encore à l'école, mais... Tu rentres dans ce cycle-là, là. Ouais, tu sais, puis c'est plus facile pour eux autres de rester le plus souvent, le plus longtemps possible dans la même ville. Puis là, ils ont là un cercle d'amis, puis
de déménager aux 3-4 ans, disons que c'est pas facile, des fois pour la famille, surtout quand ils sont rendus à un âge plus vieux, comme là, ils sont au secondaire. Ouais. Le cercle d'amis est là, déménager, c'est pas tout le temps évident pour la famille. Pour moi, c'est facile, mais pour les autres, c'est plus difficile. Ouais. Là, au moins, tu reviens à la maison le soir. Puis, ouais, là, je suis à la glace à tous les jours, le matin. On joue, les games ont lieu seulement les fins de semaine, fait que la semaine, on est sur place. Ça me permet d'être avec eux autres pas mal 7 jours sur 7. Tu as été recruté au Cégep de Sorel par Fabienne Desroches, qui est sur le même contrat que toi à chaque 5 ans. On suit de... Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai signé le premier contrat 5 ans. Elle avait 5 ans de contrat. Puis Fabienne, qu'est-ce qui est le fun? On peut se permettre de l'appeler Fabienne. C'est notre directrice générale, mais on est tellement à l'aise avec. C'est tellement une personne terre à terre. Puis qui reste, qui est proche de son équipe de hockey, qui est proche de ses joueurs, puis de ses étudiants au cégep. Elle signe avant moi, fait qu'elle avait signé un autre contrat de 5 ans. C'est ça. Là, notre contrat se termine après la prochaine saison, et je vais attendre voir combien de temps que Fabienne va signer. Est-ce que tu savais que c'est ma tante? Oui, elle m'avait glissé un mot. Oui, c'est ça. J'ai parlé un matin en m'en venant. J'ai dit, pour avoir ton dossier criminel, savoir qu'est-ce que t'avais, mais il y avait rien, malheureusement. Non, en fait, elle, en plus, elle approche la retraite. Il reste une année, je pense. Puis elle arrive je pense qu'elle va avoir 70. Je suis pas fou, je pense qu'elle va avoir 70. J'avais pas osé demander son âge encore, mais on pense qu'elle est proche de 70, mais elle a pas l'air de 70. Non, l'énergie... elle a beaucoup d'énergie, puis, après être quasiment... Je veux pas être la mairesse après faire compétition au prochain maire, au maire de Sorel-Tracy qui est là. C'est un beau projet. On peut pas dire qu'il fait un mauvais job, mais Fabienne est tellement connue dans la région qu'elle pourrait y faire compétition. Ouais, mais c'est un petit, dans le sens que le cégep, là, il y a une belle proximité entre les gens, là, c'est pas, non, c'est pas gros, c'est quasiment un cégep privé, c'est pas un cégep privé, mais il y a 1100 étudiants, tout le monde se connaît, les profs connaissent tout le monde, moi, j'ai 23-24 joueurs de hockey, fait que j'en ai 2 de la région seulement. Les 22 autres, ils vont arriver d'un peu partout au Québec. J'ai eu de la Gaspésie, de l'Outaouais, du Saguenay, fait qu'on a touché au Québec au complet. Puis même que là, j'ai 2 Français qui vont être avec nous autres l'année prochaine. Fait que les professeurs, ils vont connaître les joueurs de hockey. Là. Comment tu vends Sorel aux gars que tu veux qu'ils viennent jouer pour toi? Il y en a, ça fait drôle, tu me demandes ça, parce qu'il y a des gars qui savent même pas c'est où ça va être Tracy. Des fois, tu vas recruter, puis les jeunes savent pas trop c'est où. Fait que dans ce temps-là, je dis tout le temps, ça prend un passeport, quoi que ce soit, pour la Sorel, mais quand même, disons que je vais les inviter justement à venir voir le cégep, puis voir un peu la ville, puis quand ils voient le cégep, tout le monde a la première réaction que c'est un petit cégep, fait que les gens qui arrivent de loin, sont pas intimidés que ça soit un cégep de 5-6 000 étudiants. En ville ou quelque chose de... C'est tout le monde, comme, ils voient vite que tout le monde se connaît, puis c'est un grand village. On est loin, pas qu'on est loin, mais on est comme à part des autres un peu à Sorel-Tracy. Faut tu passes pas à Sorel, faut que tu y ailles à Sorel. C'est vrai parce qu'il faut que tu sortes de la 20 une petite demi-heure. C'est ça. Puis où tu prennes le traversier, on a le festival de la giblotte l'été. On est connu un peu. Un des mots les plus drôles au monde, giblotte. Ouais. Est-ce que tu as de la misère à recruter les gars? Est-ce que les des gens... fois, oui. Des fois, sens-tu que c'est pas assez sexy? Tu sais, on comprend aussi des fois les jeunes. Dans la région de Montréal, il y a déjà 3 cégeps. Fait que ça va être plus dur d'approcher les gars de Montréal. Ils n'ont pas besoin de se trouver un appartement ou une pension. Fait que déjà là, les coûts vont être moins élevés pour eux autres de jouer dans leur cégep. On offre tous les programmes excepté la technique policière, mais je sais que Fabienne est là-dessus depuis... ça fait 9 ans qu'elle aimerait avoir la technique policière. Elle travaille fort. Il reste un an. On va lui dire que ça va être la bonne année. Ouais, c'est ça. Mais juste en ayant la technique policière, ça l'aiderait probablement à avoir, mettons, 2-3 gars de plus je comprends, par saison. C'est comme un casting, là. Nicolas, il est pas loin non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, gars qui joue au hockey, technique policière, tu peux voir des atomes crochus. Ça va ensemble. Mais... Puis c'est quoi, selon toi,
top cégep, les top destinations pour les joueurs dans la Ligue collégiale? Ben, tu sais, Lennox est une bonne équipe, une bonne organisation. Stéphane c'est Lebeau. C'est un coin de Sherbrooke, ça? Ouais, c'est à côté de Sherbrooke. C'est ça, okay. C'est un cégep anglophone aussi, fait que les jeunes, ceux qui veulent apprendre l'anglais, si on veut, ben ils vont se tourner vers Lennox, puis ils sont bien coachés avec Stéphane Lebeau qui est là depuis le début. C'était un autre ancien de la Ligue, un gars qui a gagné la Coupe. La dernière année que les Canadiens ont gagné la Coupe, il y a eu un grand rôle dans cette année-là. Il y a Saint Lawrence à Québec qui sont coachés par Guy Chouinard, que Guy m'a même coaché, fait que je le rajeunis pas là-dessus, mais c'est deux cégeps, un à Sherbrooke, un à la région de Québec. C'est-tu anglophone, Saint Lawrence? Oui, c'est anglophone, eux autres aussi. À Montréal, ben c'était Saint-Laurent, André Laurando, puis Lionel Groux qui les trois là. Ouais. On a reçu Mathieu Chouinard d'ailleurs. Oui, Mathieu, il fait une bonne job aussi à Saint-Laurent. Il est là depuis le début. Au début, il était assistant coach. Ouais. Il a sauté une année, je pense, pour aller assistant coach dans le junior, mais il est revenu en chef après. Fait que, il y a plusieurs anciens pros, anciens qui ont joué en Europe ou un peu partout. Là, il y a Christian Larue qui est coach à Sainte-Foy, qui a coaché plusieurs années junior, même universitaire à Moncton. Fait que non, la Ligue est pas encore assez connue, mais il y a des bons joueurs, mais il y a un bon staff de coaching aussi. Oui, on a reçu Mathieu qui a été repêché 2 fois par les sénateurs. 2 fois, Et c'est toute une histoire. Vous irez écouter le podcast, ceux qui l'ont pas écouté, parce que c'est comme un parcours assez particulier. C'est assez spécial. Et vous avez aussi un de vos, on a reçu aussi au podcast, peut-être votre top rival de toute la Ligue. Je sais pas si tu me vois venir. Ben, un peu. C'est peut-être nous autres qui sont top rivales. C'est mutuel. Nous autres, on fait pas de coup quand on joue contre André Laurando, mais eux autres, ils en font peut-être un peu plus. On les a battus en finale une année, puis on dirait qu'ils l'ont comme pas... c'est même que ça n'est comme pas pris. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas... notre équipe, ça a toujours été un peu l'identité d'une équipe qui travaillait fort. Puis on n'a pas de vedette. On n'a jamais un joueur qui est dans les 10 premiers compteurs de la Ligue. Ouais. À part peut-être une année, là, mais je veux dire, ils n'ont pas de gérer leur défaite, puis regarde. C'est le même que ça commence. C'est le même que ça commence. J'embarquerai pas là-dedans parce que... Non, je fais des blagues, mais dans le sens que c'est sain des rivalités aussi, là, tu sais. Sain. Des fois, oui et non, là. Des fois, la ligne est peut-être traversée un peu, mais... Quand les coachs se battent, là, on a dépassé la ligne. Là, on n'est pas rendu là. À mon âge, c'est fini ce temps-là, puis avec le nez que j'ai... c'est fini aussi. Ouais, un coup de nez de ta part, ça peut en achever une coupe. Mais non, ça, il était venu en fait c'était le fun parce qu'il était venu au podcast Alex Andano et son boss Claude Morin parler de la Ligue. Parler de la Ligue qui gagne à être connue, qui doit se faire connaître plus pour les jeunes joueurs de hockey. Yep. Et étudiants, mettez-le dans l'ordre que vous voulez, mais étudiants, joueurs de hockey, qui veulent peut-être aller, par exemple, à l'université, que ce soit canadienne, américaine. C'est une option qui est encore un petit peu méconnue. Puis eux m'avaient parlé, par exemple, d'un joueur, un de leurs gars, c'est-tu Vigneault? Vigneault, ouais. Ouais, qui est allé universitaire américain, puis qui là est rendu pro. Ouais. Tu sais, comme quoi, c'est possible, tu sais, je pense qu'il y a 3 anciens qui sont rendus pro, qui ont passé dans la Ligue collégiale, qui là sont rendus... je parle, il y en a 2 dans la Ligue américaine, peut-être un dans l'East Coast. Fait que la Ligue, il n'y a peut-être pas assez de publicité, on n'en parle pas assez. Ouais. Mais si t'es bon, on va te trouver. Oui, mais encore là, les dépisteurs, quoi que ce soit, ils ne nous connaissent pas encore. Là. Ouais, je comprends. C'est jamais qu'il va y avoir un article dans le journal comme de quoi ils vont parler d'un joueur, d'une équipe ou de la Ligue en tant que telle. Peu importe le journal, que ce soit RDS, TVA Sport, il n'y a personne qui en parle. Puis on parle juste du hockey junior majeur, que oui, c'est l'étape avant d'aller professionnel. Mais il y a des jeunes aussi qui oubliés ou que c'est pas des premiers choix junior majeurs qui vont jouer surtout dans notre ligue. C'est des joueurs qui sont plus effacés, qui ont un parcours peut-être bien plus tough, qui
qu'un jeune justement qui est dans le junior. C'est quoi ton rapport, parce que tu as joué, en guillemets, votre rival, c'est un peu la Ligue d'hockey junior majeur en termes de philosophie, si on veut. C'est avec eux. Mais il n'y a pas de rivalité telle, parce qu'on sait que les meilleurs vont aller dans le junior majeur. Ouais. Puis eux autres, ils n'ont pas juste des gars collégiales, ils ont des gars aussi au secondaire. Ouais. C'est ça, des 16, puis il y a même des 17 ans des fois qui sont late, si on veut, nés en octobre, novembre, décembre, qui vont jouer justement. C'est une année de secondaire 5, fait que non jamais qu'on va rentrer en compétition avec la Ligue junior majeure, mais c'est plus la Ligue junior 3 qu'on est en compétition avec eux. OK, je comprends. Qui est juste en dessous de la Ligue junior majeure. C'est les mêmes âges, mais je suis pas inquiète de dire que notre Ligue, on est capable de rivaliser avec le junior 3. Ouais. C'est une ligue plus vieille, dans le sens qu'ils ont plus de 20 ans, 19 ans. Nous autres, c'est plus concentré sur des 17, 18 ans. Ouais. Mais on a déjà demandé, on a déjà eu des matchs d'étoiles, si on veut, des 17 ans qu'on jouait contre les 16 ans du junior majeur. C'était dans le temps équipe Québec. Ouais. Puis c'était tous des premiers choix. Les Bouvilliers ont joué là-dedans. C'est tous des gars qui étaient, il y a 16 ans, ils ont joué contre nous autres, mais notre ligue, on était capable de les battre. Fait que, on a toujours eu une invitation avec la Ligue junior 3 de faire un match d'étoiles contre eux autres, mais seulement avec en enlevant les 20 ans. On enlèverait les 20 ans de notre ligue, puis on enlèverait leurs 20 ans eux autres. Mais je pense que Hockey Québec ou je sais pas qui, ça n'a jamais passé. Il y a des choses à protéger. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Des fois, c'est peut-être un peu de politique là-dedans niveau hockey, mais on est capable de rivaliser avec le junior 3. Faut donc tu es du bon calibre. Toi qui as coaché junior majeur, qui coach collégial, c'est quoi ta relation entre les deux ligues, tu sais, comme gars qui a connu deux ligues? Ben, tu sais, c'est différent parce que côté voyagement, on joue pas les matchs de la semaine. On a 2 fois moins de games dans la ligue collégiale. Junior majeur, je pense qu'on était à 66, 68 matchs à cette heure. Nous autres, c'est seulement 36. Fait que déjà là, en partant, c'est 2 fois moins de games. On est sur la glace autant de fois que les autres. On pratique plus que le junior majeur, justement, en ayant moins de matchs. Mais je dirais que l'âge, c'est la même. Là. J'ai accepté les 16 ans. C'est de 17 à 20 ans notre ligue. Des 20 ans, on n'a pas tant parce que souvent, les 20 ans, les jeunes ont commencé leur université. Que nous autres, à 19 ans, souvent, ils partent avec leur diplôme collégial. Des 20 ans, ça va être le gars qui est arrivé à 18 ans late, là. Que lui va le faire sur 3 ans, mais on en a un par 3 ans à peu près. C'est pas tous les joueurs junior majeurs qui sortent avec un cégep? Non. Pour ne pas dire, je pense que c'est plus rare qu'autrement. Tu sais. J'étais assis en avant de toi, puis j'ai pas encore mon cégep. J'ai joué 3 ans junior, mais dans le temps... Ouais. Mais ironiquement, t'étais à l'université, c'est ça le pire? Ouais, mais il me restait juste un cours à faire. Ah, OK. Fait que je pouvais aller à l'université pareil, mais je veux dire, ça a changé du temps à mon temps, junior majeur. J'ai été 3 ans à Bécomo, puis je peux te dire que même s'ils sont loin, puis sont sur la route peut-être plus qu'une équipe comme Drummondville, que tout est plus proche. Au central. Sont suivis au côté études. Il n'y a pas de semaine de relâche. Au secondaire ou au cégep, ils vont toujours avoir une semaine de relâche, mais les étudiants, les joueurs, c'est-à-dire à Bécomo, quand on allait des Maritimes, il y avait toujours un prof qui venait avec nous autres, que oui, il faisait étudier. Il y en a qui peut-être étudiaient moins que d'autres, mais je veux dire, il était 2 ans qu'à Bécomo, ils ont eu joueurs étudiants au Canada, dans la Ligue canadienne. Fait que non, c'était... sont suivis, puis justement, pendant les semaines de relâche, ben les profs ils louaient des locales. Il n'y avait pas des cours à tous les jours, mais il pouvait être... un après-midi, 2 après-midi dans la semaine que même si l'école était fermée, que les jeunes étaient à l'école. C'est quoi qu'est-ce que tu penses qui devrait être la prochaine affaire à accomplir pour la Ligue collégiale? C'est quoi la prochaine étape à franchir pour que la Ligue passe à un niveau... justement, qu'on parle plus de nous autres. Donc, en termes de publicité. Oui, puis ça va partir... c'est pas entre nous, le cégep ou les autres cégeps, c'est la RSEQ, c'est lui qui c'est question de marketing, notre commissaire. On n'a pas un commissaire attitré. Je comprends. Ça prendrait quelqu'un qui est là, qui soit un peu plus pesant. Puis quand il parle de hockey, tu veut pas le hockey. Je veux rien enlever au badminton ou aux autres sports, mais au Québec, on entend plus parler de hockey que des autres sports. Ouais. Puis le hockey collégial, on n'entend pas parler. On va à la RSEQ, on va parler beaucoup
du football universitaire, mais on parle pas de hockey collégial. On parle pas. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. On le demande, mais on n'a pas de réponse. Fait que, oui, on aimerait ça savoir pourquoi. Est-ce que on n'a peut-être pas assez de commanditaires, mais encore là, la Ligue fait pas les démarches nécessaires non plus qu'on ait des commanditaires majeurs, que ce soit CCM ou je nomme ça, là, mais parce que je sais que les juniors sont avec CCM. S'ils écoutent en ce moment. Qui écoutent, on serait intéressés. Tu ris, mais un des gars qui est venu au podcast travaille pour Bauer. Ben, Anthony Gauvin qui est passé, donc... Ou Bauer. Ouais, c'est ça. Bauer. Tout est bienvenu. Non, mais on rit, mais on sait jamais où ça tombe. Il y a des gars qui m'écrivent comme quoi le podcast roule dans le shop. Fait que peut-être que quelqu'un écoute, mais des gens qui sont en marketing pour des compagnies de hockey, des équipes collégiales qui existent. L'invitation est lancée. Oui. Ah bon, on va voir si ça va mordre. T'en as parlé un peu, justement, tu dis que toi-même t'as pas fini ton cégep, mais c'est quand même assez exceptionnel parce que tu as un parcours pour un gars de ton époque là, qui est quand même assez rare parce que tu as joué junior majeur. Ça, tu as fait une année à l'UQTR. Ouais. Après ça, tu es allé pro dans la Ligue américaine. C'est spécial. J'ai quand même une certaine culture de hockey, puis de vite de même, je peux pas t'en nommer là, qui ont fait junior. Ah non, je vais aller universitaire. OK, je vais aller professionnel. C'est quand même assez rare, là, ce combo-là, là, back à back. Dans ces années-là. En 94, 95, là. Ouais. C'était pas, c'était vraiment, quand t'allais jouer universitaire, c'est parce que t'avais mis une croix sur le hockey professionnel, généralement, là, t'sais. Ouais, pis ça, c'est l'année du premier lockout, là, dans le temps que, je pense que les gars, ils avaient été, en lockout jusqu'au mois de janvier. Ouais, on gagne une saison ça, c'était mon année de 21 ans, que mon cégep, j'ai fini, j'ai essayé de finir mon cégep cette année-là, mais je veux dire, j'avais pas de hockey. J'avais les camps pro, il y avait pas invité personne, les gars repêchés, ils savaient qu'ils étaient en lockout au camp, fait que c'était seulement l'équipe qui était un camp, faut dire vite, là, mais qui était comme au camp, puis après ça, ils ont dit il n'y a pas de saison. Ben, ça veut dire que la saison commençait pas. Fait que c'était cette année-là, j'avais pas j'étais trop vieux pour jouer junior. Les camps pro, il y avait rien, fait que je pouvais pas aller Ligue américaine, il y avait déjà leur gars, dans le temps il y avait la Ligue internationale, il y avait déjà leur équipe, il y avait des gars du pro justement qui avaient pas de saison qui s'en allaient jouer là. Puis j'avais pas assez de cours pour aller à l'université, fait que la session d'automne si on veut, j'avais rien là, fait que je jouais les samedis d'une ligne de garage avec mes chums. Non. Puis j'avais été jouer 5 matchs avec la Ligue senior qui a commencé cette année-là. Okay. Fait que j'allais jouer là pour, je pense, 30$ par game. C'est une grosse paye. Ça payait à peine le gaz. Puis c'est la session d'hiver que Danny Dubé, qui était coach à l'UQTR, que j'ai été capable de rentrer à l'UQTR pour jouer la session d'hiver. OK, fait que c'est à l'hiver que t'es rentré. Fait que c'est drôle parce que dans le fond, encore une fois, le timing était c'est à cause du lockout, tout ça, dans le fond, là. Ouais. Ça aurait été, encore une fois, les deux lockouts ont eu des rôles très importants pour le début sinon, et la fin de ta carrière. J'aurais été faire un camp pro, puis j'aurais essayé de faire d'avoir une job, que ce soit dans la Ligue américaine ou East Coast, ou je sais pas ce que j'aurais fait à 20 ans, 21 ans. Probablement, j'aurais été dans l'East Coast à ce temps-là. J'aurais pas été à l'université. Puis là, en jouant universitaire une session, après ça, ben, tu sais, ça a comme déboulé, là, durant l'été. Ma job d'été, c'est d'avoir été joué avec les Roadrunners. Fait que c'était pas une mauvaise job d'été en tant que tel. Jouer au roller hockey. Ben oui, OK, t'as joué là-dedans. Ouais, puis c'était... Colin, ça fait tellement longtemps que je veux parler à quelqu'un qui a joué là-dedans. C'est en 95. Fait que c'était... une belle été, si on veut. Ça commençait, là. Je pense que c'était la deuxième saison. Je l'ai pas amené en plus dans la studio, mais j'ai un jersey des Roadrunners. Qui demande des chanceux, je n'ai pas. Ouais, c'est ça. Ça change de pratique, je pense que j'ai. Ah oui, mais parle-moi de ça, parce que ça fait tellement longtemps. Il y a une couple de personnes qui étaient supposées venir, finalement, qui ont pas pu venir pour le Roadrunner, qui ont joué pour le Roadrunner. Okay. Puis c'est moi quelque chose qui me fascine, le Roadrunner. C'était le fun, c'est différent. C'est pas aussi vite que le hockey parce que t'es pas sur patin, c'est sur des roulettes, fait que breaker puis
de l'autre côté, c'était... Plus tu tournes, plus que tu freines. Puis c'est pas des virages secs non plus. Là. C'était au Forum? Ouais, c'est ça. On a eu la chance de jouer la dernière année du Forum. Ouais, c'est ça. C'était l'été 95. Fait que on a joué tout l'été au Forum. On pratiquait aussi des fois au Forum ou à Blainville dans le temps. Puis on jouait au New Jersey, Philadelphie, Saint-Louis. On était comme des pros. Vous voyagiez comment en avion? Ouais, en avion, mais c'était pas un jet privé. On voyageait commercial. On avait avec notre poche, avec notre stock, avec tout le monde. C'était une belle été, mais t'avouer combien t'es payé dans une ligue de aussi? On était payé, c'était peut-être comme 250 par match, là. Okay. C'était moins que ça en US, mais en canadien, ça revenait à l'entour de je dis un chiffre comme ça, 225, 250. Puis la paye était plus élevée. Il y avait un bonus si tu finissais premier de division, premier de classement général. Puis dans les séries, il y avait comme un bonus aussi plus t'avançais dans les séries. Puis cette année-là, on avait perdu en finale. Ah ouais. On a été, comme étudiant, c'était parfait. On allait pratiquer le matin, on allait sur la route. Avec les gars, c'était tous des plus vieux que moi, mais j'ai été bien encadré, puis j'étais pas traité comme une recrue, quoi que ce soit. Les gars, ils ont pris soin de moi. Parce que le Roar, au début des années 90, là, avec les Mighty Ducks, tout ça, c'était comme... Ils ont comme mis l'emphase là-dessus, là, ça va être une grosse ligue, puis d'ailleurs, il y a une annonce qui est encore sur YouTube, que j'encourage les gens à aller voir, puis c'est une annonce des Roadrunners, c'est comme... Le roller hockey, venez voir ce nouveau sport. Puis c'est comme au Forum de Montréal. Puis c'est comme plus que du hockey. En tout cas, je me souviens plus c'est quoi là, mais un slogan incroyable. Puis c'était comme la nouvelle affaire là, que tu sais, Wayne Gretzky est allé en Californie, le roller en Californie, ça marchait quand même bien. Ça a commencé là-bas, fait que c'était comme la plage. Ils ont poussé ça, venez voir ça. Puis finalement, la ligue a comme dépensé beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, fin 90, ça a comme tout crashé. Montréal était la ville qui avait le plus de partisans. La finale, il était au-dessus de 10 000 personnes. Okay. Puis durant la saison, on devait jouer devant 5 000 personnes. As-tu de l'ambiance? Oui, il y avait une bonne ambiance. Il fermait comme le haut en même temps. Fait que ça paraissait toujours presque plein. Puis non, c'était une ambiance familiale. Là. Il y avait beaucoup de jeunes qui assistaient au match. Puis les billets, c'était pas cher. Fait que tout le monde... c'était l'été, fait que quand il pleuvait, ben on dirait qu'il y avait plus de monde. Il y avait rien à faire durant le soir, fait qu'il venait voir. À l'époque, ça coûtait peut-être 20-25$, mais il est moins cher que ça, mais le hockey. Fait que c'est pour ça qu'on avait du monde, puis les gens, il y avait de l'intérêt. Il y avait un engouement, c'était le fun. Ouais, les vedettes aussi, ça donnait un spotlight à des gars qui étaient pas connus. C'était surtout des gars de l'Europe aussi qui jouaient. Je me souviens, il y avait Guy Rouleau qui était notre joueur vedette, puis il était joueur vedette de la Ligue aussi. Il n'est pas décédé, lui, aujourd'hui? Oui, il est décédé il y a peut-être 4-5 ans. Okay. Il y avait Daniel Doré qui était un de mes partenaires à défense. Guy Rouleau, notre gardien de but, c'était Corrado Mikalev. OK. C'est Corrado, il a gaulé à Détroit dans les années 80. Là. OK. Fait qu'il y avait des anciens joueurs pros. La plupart des gars, comme je te dis, jouaient en Europe. On était peut-être 2-3 gars dans la ligue qui jouaient universitaires, que leur job d'été, c'était de jouer au roller. Puis il y a comme pas de ligne bleue au roller. Pas de ligne bleue, puis c'était comme plus ouvert. C'était comme un peu au basket, tu avais une ligne dans le milieu, mais je veux dire, tu peux pas il y a pas d'hors-jeu, tu peux pas faire une passe. Tu peux tout le temps avoir un joueur dans l'autre zone si tu veux, mais faut que tu traverses avec pas la rondelle, mais en tout cas la rondelle, faut que tu traverses la rondelle de la ligne, mais après ça tu peux faire une passe. OK, tu peux pas faire la passe par-dessus la ligne. Non, c'est ça, tu peux pas. Okay. Mais c'était du 4 contre 4. Ouais. Quand il y avait des punitions, des fois, ça pouvait être du 4 contre 2. C'était quand même ouvert. Là, les matchs, ça pouvait finir 11-9. Pour les goalers, c'est catastrophique. Ouais, surtout en roulette, les goalers, ça devait pas être facile. Ouais. Est-ce que votre coach était encore Yvon? Oui, le Roadrunner. Le Roadrunner lui-même? C'est Yvan Cournoyer. C'est lui qui était notre coach. Tu sais, notre coach, c'est un grand mot. Il n'y avait pas de stratégie. C'était personne.
du 4 contre 4, ou c'était un peu comme là dans la Ligue nationale, du 3 contre 3. Il n'y a pas de système de jeu, il n'y a pas rien. C'est ouvert. Ouais. Puis c'était le fun de l'avoir quand même. C'est une légende, puis l'avoir en arrière du banc. Puis il nous racontait des anecdotes sur la route avec nous autres. Il pouvait venir prendre une bière, quoi que ce soit, puis il était bien à l'aise à parler du temps qu'il jouait. Ou c'était le fun juste de l'écouter, puis juste sa présence. Me pouvoir dire j'ai été coaché par Yvan Cournoyer. Mais ouais, c'est quoi ton anecdote préférée qui t'avait conté, qui t'a marqué? Il parlait de ses années recrues qu'il jouait pas. Il jouait juste sur le power play, ou quand il pratiquait. Il était un gars de power play, il jouait pas à 5 contre 5. Le coach, dans le temps, quand tu étais recrue, c'était la vieille époque, là. Ouais. Les recrues jouaient sur le banc, ou ils jouaient pratiquement pas. Puis Yvan, ses premières années, c'était un gars de power play. Ça fait drôle à dire. Absolument. Ouais, c'est ça, les gars de power play, à ça, c'est pas les gars de skill. Il y avait comme pas de place pour lui à 5 contre 5. Puis il fallait qu'il joue. Il y a eu une bonne saison, pareil, ces années recrues. Puis après ça, il a gagné 10 Coupes Stanley. Fait que c'est une légende. Ah ouais. Et c'était plus comme un chum derrière le banc qu'un coach. Ouais, puis il était quand même. Pas qu'il était intense, mais c'est un gars qui voulait gagner. Ouais. C'est un gagnant, puis il voulait gagner. Oui, c'était une ligue pour le fun, mais tous les gars, on voulait gagner, puis on voulait la paye était meilleure aussi quand on gagnait. Ouais. C'est la motivation de gagner, c'est d'être mieux payé. Ça, c'était l'été 95? Ouais, 95. Ça, c'est la seule fois que tu as joué au roller, c'est cet été-là? Ouais. Et puis après ça, donc en faisant autre, parce que quand on demande c'est quoi ta carrière, tu peux juste dire entre les deux lockouts. C'est comme les deux lockouts qui ont comme été les taux ironiquement, là, si on cherche un timeline. Puis là, après ça, dans le fond, là, t'as été à des camps pro 95. Ouais, il y a eu Colorado, les Nordiques, notre déménagé au Colorado. Est-ce qu'ils t'avaient repêché? Non, j'ai jamais été repêché. Puis Bob était venu voir jouer une coupe de game de roller, mais Bob, je l'avais. Bob Hartley? J'avais coach. Ouais. Lui, il était coach de Laval. Moi, je jouais junior à Sherbrooke. Ouais. Il y avait une rivalité un peu tout le temps avec les deux équipes. C'était des deux meilleurs clubs de la ligue. On a perdu contre eux autres en finale une saison. Fait qu'il me connaissait aussi en tant que joueur de hockey sur glace. Puis avec Monsieur Gendron, qui lui était dépisteur pour l'Avalanche, son fils m'avait vu jouer la Coupe Queen en Ontario là, avec l'UQTR. OK. Puis lui, il avait appelé son père comme de quoi qu'il y avait un défenseur qui ressortait du lot à l'UQTR. Puis ça avait été mon nom avec M. Gendron. Il savait que j'allais à l'université à l'UQTR. Mais là, les camps rentraient en conflit aussi avec les débuts des classes à l'université. J'ai été capable ils m'ont permis d'aller faire le camp là-bas parce que c'est pas tous les jours c'est pas aller faire un camp pro. Ouais. Puis Bob, il avait poussé fort pour je m'en allais là-bas comme pour remplir un gilet parce que il manquait un gars pour faire les équipes. Puis quand t'arrives au camp, t'as le numéro 69, tu fais C'est déjà une joke. Ouais. C'est déjà une Je serais joke. pas ici longtemps. Quelqu'un qui rit, il y a quelqu'un qui rit de moi. C'est la joke du camp, là. Je me souviens toujours, 69. Comme dans Goon, le gars, il est le numéro 69, mais lui, c'était volontaire. C'était différent un peu. Puis j'ai pas resté longtemps au gros camp. Puis j'étais allé dans le temps, la Ligue américaine était à Cornwall. Puis j'ai resté ici, dans l'Ontario? Ouais. OK. Les Aces de Cornwall. Ouais. Puis j'ai resté jusqu'à la fin. Puis j'ai eu mon premier contrat professionnel là, à la fin du camp de... Fait que finalement, t'es jamais revenu à l'UQTR. Non, C'est drôle parce qu'on est passé dessus quand même rapidement, mais un autre gars qui est venu au podcast, Danny Dubé, Ouais. qui t'a coaché. Ben ouais. Faut que tu me parles de ça. Danny Dubé, on le connaît comme commentateur, mais Danny Dubé comme coach, c'était comment? Ben, il était intense. Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours eu des coachs intenses. Puis... T'en es-tu devenu un? Ben, je pense que oui, là. J'étais un joueur intense, pas de cachette. Ouais. Mais ça m'a pas dérangé. Moi, ça me dérangeait pas que les coachs, c'est dans le temps qu'ils pètent un hockey dans la chambre, quoi que ce soit. Ça faisait partie du hockey. Puis... C'est une autre époque aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a pas, ça me faisait pas peur. J'étais pas intimidé. Puis oui, quand le coach m'en demandait, ben, j'en donnais. J'avais le caractère pour, je me disais toujours à moi-même qu'il m'aura pas. Tu sais, le coach, il m'aura pas. Je vais lui montrer ce que j'ai dans le ventre. Puis il n'aura pas le choix de me faire jouer. Danny, oui, il était intense.
Mais dans le bon sens. C'était pas, il était respectueux. Jamais s'il avait de quoi dire à un joueur, il passait pas par 4 chemins pour lui dire, mais c'était toujours quand même dans le respect. Puis une anecdote, on a gagné. Moi, je pouvais pas jouer parce que j'étais au cégep de la session d'automne. Fait que par les règles, je pouvais pas jouer avant le 1er janvier. Sauf que l'UQTR, on allait faire un tournoi, c'était à Fernie, à Colombie-Britannique. OK. C'était entre Noël et jour de l'an. C'était style du 27 au 31 décembre. Ouais. Mais là, il y avait des blessés. Puis le dernier, il dit, on va te faire jouer sous le nom de Eric Cool. Eric Cool, c'était vraiment un vrai joueur, mais il était blessé à l'épaule. T'appelles Eric, fait que ça marche. Ça a bien marché. Puis là, j'avais un gilet pas de nom dans le dos. T'avais pas le numéro 7? Non, j'avais pas de numéro 27. Puis on gagne le tournoi, puis le joueur du tournoi, j'ai la plaque chez nous, Eric Cool. Fait que, lui, il était crampé des estrades, il sautait partout, on s'y encore. Ben là, c'était comme, qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un voit que j'ai joué, mais tu sais, ça a jamais... C'était pré-internet. C'était pas filmé dans le temps, en ça. 95, 16, c'est pas, même 94. Eh oui, toi, t'étais pas là, c'était Eric Cool. C'est ça, c'était juste, c'était comme au PlayStation, c'est lui qui avait la manette. Ouais, c'est ça. C'est que de tous les noms, que c'était Eric Cool. En plus. C'était pas Eric Tremblay, là. Non, c'était Eric Cool. Avec un C ou un K? Avec un C. Hein? C-O-O-L? Ouais. Eric J'ai la Cool. plaque chez nous encore. À la demande, je vais le retrouver, le vrai Eric Cool. je vais l'amener ici. C'est tellement drôle, ça. Eric, c'est un nom duquel je reviendrai jamais. Est-ce que c'est un bon coach, l'année? Oui. C'est un bon coach? Oui. Vas-y. Tu sais, il était demandant, mais il avait le tour de tout le temps, ressortir le meilleur de ses joueurs. Es-tu meilleur coach ou commentateur? Moi, je l'ai aimé comme coach. Tu l'as comme plus connu comme commentateur, il est bon, mais c'est pas, la job est différente aussi, là. Ouais, c'est ça. Il est bon commentateur, il va faire une bonne job comment décrire la game de hockey à la personne qui l'écoute. Ouais. Mais comme coach, c'était différent. Ben, tu sais, je l'ai aimé comme coach, là, soit pas de cachette. Puis c'est un des premiers coachs à m'avoir fait confiance, à m'avoir donné beaucoup de glace, de temps de jeu, que ce soit power play. Moi, j'étais arrivé dans l'équipe au fait, puis j'étais comme quand la saison était finie, j'étais comme le premier défenseur de l'équipe, et il m'a donné confiance. Hein. C'est de ce que j'avais vu là, en regardant tes statistiques, tu avais genre 1 point par match là, dans l'UQTR, dans le junior, dans la ligue universitaire pour un défenseur. Tu n'étais pas dans la ligue nationale, t'étais pas caractère particulièrement offensif. Fait que d'avoir 1 point par match comme défenseur, ça donne une idée là, quand même. Ouais, non, je peux pas, j'ai pas de mauvais mots à dire de Danny. Ouais, tant mieux. Non, pas que je voulais t'en faire parce qu'on a eu bien du plaisir avec lui quand il est venu. Fait que ça m'a fait penser tantôt, ça n'a pas du tout rapport, mais quand t'as dit que t'as joué à Cornwall, qui est dans l'Est, on t'a rayé, puis il y a tout le temps beaucoup de blagues sur Cornwall. Mais j'ai appris que Ryan Gosling habitait à Cornwall. Puis Ryan Gosling, c'est comme la vedette hollywoodienne. Puis je trouve ça vraiment drôle que ce gars-là, qui a déjà habité à Cornwall, puis maintenant, non, ça fait longtemps qu'il n'habite plus à Cornwall. C'est une des villes qui était plate à jouer. Là. C'était à Cornwall. Il y avait pas de monde dans les estrades. L'économie dans le temps, était pas à son meilleur non plus. Puis moi, c'est une des raisons pour qu'on a déménagé à Hershey, dans la ville du chocolat. Là. Ouais. Où d'ailleurs, vous avez gagné à votre première année la Coupe Calder. Ouais. Disons que on n'était pas les bienvenus parce que les gens étaient comme déçus d'avoir perdu. Les gens d'Hershey, c'était toujours, ça faisait des années qu'ils étaient affiliés avec les Flyers de Philadelphie. Ah. Okay. Puis là, les Flyers, ils ont décidé d'amener leur équipe à Philadelphie, fait que c'était les Phantoms qui jouaient dans le vieux Spectrum dans le temps. Okay. Les 2 arénas étaient à l'autre bord de la rue. Puis nous autres, on est arrivés pour venir patcher le trou à Hershey. Fait que les gens étaient comme déçus, mais il y avait la plus grosse rivalité que j'ai eue dans le hockey, c'était Hershey-Philadelphie. Dans la ligne américaine, là, c'est tout le monde a vécu canadien, nordique, mais nous autres, Hershey, Philadelphie, là, je te dirais, c'était encore pire. Ouais, on jouait 10-12 matchs pendant la saison, puis on a eu les affronter pendant des séries. On a gagné la série en 7. Fait que durant la saison, on a joué peut-être 20 fois contre eux autres. Je parlais d'Éric Veilleux tantôt. Souvent, on jouait le vendredi à Philadelphie, samedi, c'était à Hershey.
Puis le mercredi, il commençait à vomir tellement qu'il était nerveux. Parce qu'Éric était baveux, ça, un peu. C'était pas le plus gros joueur, mais c'était lui qui allait allumer le feu. Mais on avait des toughs dans l'équipe. Puis les games duraient 4 heures, 4 heures et demie. Durant les séries, 2 fois, les 6 joueurs sur la glace se sont battus. C'était du hockey comme dans le temps. Ouais, comme surtout dans le Spectrum. Le Spectrum était toujours plein. Il y avait 15 000 personnes. Le monde, c'est le monde de Philadelphie. Ils sont partisans de leur équipe. Quand il y avait une bagarre ou quand on jouait contre eux autres, les gens étaient debout d'invite puis ça shakeait. Juste dans le warm-up, tu voyais que la game, c'était pour être une game longue. Ouais. Quand t'achètes ton casque avec la broche, c'est pour vrai. Là. Parce qu'ils vont revoler. Mais Philadelphie sont fous, mais raides. C'est le seul, je pense que c'est le seul aréna où j'irais pas avec le chandail des Canadiens. Ouais, tout le monde y a peur un peu de... j'en connais qui étaient allés, puis les gens vont vraiment être... les gens sont intimidants. Les gens veulent se battre. Ouais, puis c'est quand tu portes pas le gilet de l'équipe, justement, de Philadelphie, ça peut mal revirer, mais... Souvent, faut que tu sois escorté. Je connais des gens qui ont été escortés pour sortir du building par la sécurité parce que t'étais pas je suis pas surpris. Fait que, tu sais, ça te donne une idée, là, quand même. Tu sais, la crowd de la Ligue américaine, c'était pas le crowd de la Ligue nationale non plus. Fait que c'était d'accord. Ouais. On s'est fait escorter par autobus, sortir de la ville parce que les gens se faisaient tirer des œufs, des roches, là, on a vécu par l'autobus. Ça brasse. Ça a brassé. On avait Wade Bielak qui jouait avec les autres. Il est déjà décédé aujourd'hui. Ouais, décédé. Un batailleur. Ouais. Puis tu sais, Wade, je restais en appartement en face de lui. C'est lui qui m'a appris l'anglais. On a grandi ensemble avec le Colorado. Il a rencontré sa femme. J'étais avec lui. Puis c'était notre tough. Il avait 20 ans. Puis c'était notre tough de l'équipe. Là. Fait que lui, il se battait contre des gars de 27, 28 ans. Je me souviens toujours, il y avait Frank, c'était la soirée du Zoo qu'il appelait parce qu'il appelait Frank Bialowas, qui était le tough de Philadelphie, il appelait Frank the Animal. Fait que les gens, ils avaient tout comme une face d'animal dans les estrades. Puis le premier chiffre, Bielak, il voulait qu'il se pogne avec de l'animal, justement, mais il l'a knocké, là, puis tout le band, nous autres, on était debout, là. On était tellement contents. On a gagné la game. On pesait 50 livres de plus. Juste grâce à lui qui avait seulement 20 ans. Là. Et il était énorme, Wade Bielak, non? Ouais, c'était un bon 6 pieds 4, 6 pieds 5. Là, puis il était tough. Là. Il était tough de nature. Mais dans la rue, il était pas tough. C'était le bon gars. Le goon. Le goon parfait. Ouais. Classiques sont tout le temps très gentils en dehors de la glace. Te souviens-tu quand t'as appris qu'il est décédé? Ouais, je l'ai appris à la télé. Ah ouais. Ça m'a fait de quoi, là. J'ai été shaké un peu. Lui, il a pas joué longtemps au Colorado. Après ça, il a fait plus. Il a joué 4-5 équipes, mais sa carrière, là, surtout à Toronto avec les Maple Leafs, chaque fois qu'on jouait un contre l'autre, on avait quand même, là, on se voyait le matin à la pratique ou après les matchs, puis on se parlait tout le temps, mais oui, quand que j'ai appris son décès, surtout de la manière qu'il est décédé. Un suicide, c'est jamais le fun à apprendre. Ça m'a fait de quoi. T'étais-tu encore en contact avec lui à ce moment-là? Pas tant, parce que justement, chacun prend son chemin. À un moment donné, quand que tu joues plus, ça faisait une couple d'années, j'étais même plus dans la ligue, fait qu'on s'est comme séparés chacun. Puis lui, il était rendu, je pense, à Nashville. Il m'a dit, j'ai encore sa photo dans mon bureau au Colisée, j'ai encore sa photo de lui. C'est un gars que je vais me souvenir tout le temps, vu qu'il m'a appris l'anglais. On a grandi un an ou deux ensemble. Là, je l'oublierai pas. Tu te souviens-tu de la dernière fois que tu y as parlé? Ouais, c'était à Montréal. Ici, on avait eu une pratique, un morning skate, mais c'était les Bécomo, justement. On était dans la région de Montréal avec le Dracard. On était venu voir une pratique des Canadiens. Mais c'était contre Toronto. Toronto, ils pratiquaient, je pense, avant Montréal. Puis on arrivé par le garage que tous les gars y arrivent. Puis Wade était dans le corridor. Puis ça faisait une couple d'années qu'on s'était pas revu. Puis ça, c'était en 2007 peut-être. Puis il est décédé pas longtemps après. Là, une couple d'années après. Mais c'est la dernière fois que je l'avais vu. Là. Est-ce que ça t'a fait faire avoir des réflexions par rapport à ce métier-là, les batailleurs, les commotions, l'effet que ça a sur le cerveau?
Ouais, là, toi, tu te battais pas tant. Non, tu sais, non, ça a j'étais pas pas, été, mais tu sais, j'ai eu des commotions comme tout le monde, là. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de, tu sais, un hit, par Morrow à temps à Dallas. Brandon. Là. Les deux, là, on s'était frappé solide. C'était à commotion égale. Ouais, parce que les deux, je me souviens, on a tombé, puis les deux, on s'est relevés, puis on avait les yeux croches. Cross-side. Ouais, les deux, c'est en allait chacun de notre banc, puis je me souviens que je voyais double. Je voyais double, je pensais... Dans ma tête, j'avais le film de Rocky, dans ma tête, qu'il avait dit dans le film qu'il voyait 2 Russes. Ouais. Je me disais, ça se peut, parce que là, je vois 4 potes qui s'ouvrent au banc, là, laquelle que je ferais. Puis c'est là que maintenant, j'ai continué à jouer pareil. Là, ah oui, c'était comme ça. Tu prenais 2 Tylenol, puis on continuait à jouer. Là. Mais je me souviens de tout. Dans le temps, les commotions, c'était plus que quelqu'un qui perdait à 4, qui se souvenait pas de rien. Là, mais tu sais... Il y avait comme pas de connaissances. Non, c'est ça. Mais ça a tellement changé, puis encore là, ça change encore à chaque 6 mois, il y a toujours de quoi de nouveau, c'est les commotions. Ton approche, toi, comme coach, comme coach, là, t'étais responsable des enfants, là, des jeunes cerveaux dans ton équipe. On le voit, si un jeune, justement, après une bonne mise en échec, quand il arrive au banc, c'est justement s'il les yeux un peu croches ou qui sent pas bien, ça se tient pas avec ça, là, surtout si des étudiants sont jeunes. Y a-tu un comme on dit avec c'est ma soigneuse, là, on le met dans le garage. On le parque, puis met ça là dans le garage, puis on prendra pas de chance. Y a-tu un protocole ou Oui, on essaie de suivre, on suit le plus possible le protocole junior majeur. Okay. Mais là, tu sais, les protocoles changent d'année en année. Il était un temps, il fallait les essais pendant une semaine qu'il n'avait pas le droit de rien faire. Ouais. Là, maintenant, depuis Crosby a fait sa commotion il y a 2 ans, là, quand il a fait sa commotion. Plus que ça, même. Attends, le temps passe vite. C'est que dans les séries, quand on gagnait, il y a 2 ans. Là. Il y avait une commotion dans les séries? Oui, c'est vrai. Il avait manqué quelques games. Puis il est revenu après 48 heures, il est revenu à pratiquer. Je pensais que ça veut dire qu'il avait eu ces grosses commotions il y a une couple d'années. Non, toi, tu parles il y a 2 ans. Ouais, tu sais, puis regarde, ça change tout le temps. Là. Ouais. Ben, c'est que maintenant, en fait, c'est plus une question de temps, c'est une question de réaction de la personne. C'est ça. Puis là, tu veux pas ton cerveau soit comme... je suis pas docteur, là, mais je veux pas qu'il soit comme arrêté. Habitué, ton cerveau est arrêté comme une semaine à rien faire, être au repos. Si t'as pas de symptômes, je pense que après 48 heures, t'es capable de faire une activité physique sans contact. Légère, Puis t'as pas de symptômes, mais t'es capable de continuer. Mais c'est sûr que si t'as mal à la tête, si t'es étourdi, quoi que ce soit, on le remet dans le garage. Ouais. C'est un changement d'huile. C'est ça, c'est combien de temps après, à partir du moment que t'as plus de symptômes, là, des fois, c'est une semaine. Après ça, progressivement, on peut pratiquer avec contact. Ouais. S'il sent bien, ben là, on peut commencer à jouer. Mais si c'est sa deuxième, ben là, c'est plus long. Puis, mais comme je te dis, je suis pas médecin, là, mais c'est ma soigneuse là, qui a entre les mains. Là. Absolument. On va passer à l'Avalanche. Justement, tu as fini par ta montée professionnelle. D'ailleurs, Ligue américaine avec Hershey, tu as eu comme tes plus gros chiffres en carrière là, de points. Là. Ouais. T'es presque le point per game là, dans la Ligue américaine. Ouais. Il ne marque pas, c'est quasiment tout sur le power play, par exemple. Fait que c'est pas d'un plus-moins, c'est juste d'un point. Ouais. Ça, c'est bon pareil. Il y a d'ailleurs des buts de toi dans la Ligue américaine sur YouTube. Je les ai vus. Tu tapes, je sais pas si tu te googles souvent. Non, pas trop, non. Ou tes enfants, pas aller voir ça. Ouais, eux autres, ils l'ont tapé, mais c'est surtout mes joueurs qui, des fois, ils vont le taper. Ben, ça fait trop longtemps, ils n'ont pas trop de clips encore. Où les clips sont... Tu vois que c'est des vieux clips. Ouais, c'est drôle parce que... C'est pas en HD. Non, puis les gars que tu coaches étaient pas nés. Non. Ça dis-moi les pas. C'est juste te ramener à ta place. Bientôt, les gars seront pas nés. Seront pas nés. Ouais. Les gars, je vais coacher l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley. Fait que ça fait encore plus vieillir. Ça c'est... Ça nous rajeunit pas. Non. Je me souviens très bien de la finale de la Coupe Stanley 2001. Je me souviens encore de ce moment-là. Dérangez-moi pas, c'était l'année à Raymond, hein, tassez-vous de là. La grosse année. La grosse année. Le pire, c'est que vous étiez allé le chercher l'année d'avant. 2000, qui a eu le gros échange, puis ça avait pas fonctionné cette année-là. C'était d'autres rivaux, là, parce que les Red Wings, mais
New Jersey à chaque année. Vous les pognez. La finale 2001, c'était contre New Jersey. Les finales de conférence, c'était contre Dallas. Ouais, vous aviez perdu. Mais je veux dire, Colin, New Jersey avait gagné l'année d'avant encore. Il avait gagné 95, vous 96, 2000, 2001. Vous suiviez avec comme des vagues, là. Et Dallas c'était fort. 99, ils ont gagné. Et 2000, ouais. Puis 2000, ils ont perdu, mais en contre New Jersey. Ouais, c'était un rematch, en fait, je pense. Ouais. Puis toi, t'as commencé première année à Colorado. Quelle année? Ta première année? Pour, 80... Ma première année régulière, 97-18. C'était encore Crawford ou c'était Bob? Ouais, c'était la dernière année de... Moi, j'étais la seule recrue de l'équipe, là. OK. Il avait gagné la coupe 2 ans passés. Ouais, puis en 96-17, j'avais joué une vingtaine de games avec eux autres. J'avais été faire les séries, une partie des séries aussi avec eux autres. Puis l'année suivante, c'est ça, 97, là, j'ai commencé à temps plein, si on veut, là, ma première saison complète avec l'Avalanche. Il parlait un peu français, Marc. Ouais, mais sa femme, si je me trompe pas, est francophone. OK. T'as-tu parlé en français? C'est surtout en anglais. Plus oui, anglais, il parlait en français des fois, mais c'était surtout... T'as qui coachait à Québec? Oui, il a coaché. Il parlait français, oui. Disons qu'il avait... il parlait très bien. Il a un accent, oui, mais il est capable il était capable, je ne sais pas encore, de se débrouiller en français. Il était à l'aise avec son français. Toute une équipe dans laquelle tu étais au Colorado. Une équipe qui entourée de plusieurs gars qui sont au temple de la renommée. Mon année recrue, j'avais Jari Kurri qui était sa dernière année, je pense. Ah ouais. Parce qu'après les Kings, il était à Anaheim. Après Anaheim, il était à Colorado. Il est venu au Colorado. Il a compté son 100e but avec nous autres. Puis, tu sais, Jari Kurri, moi, les Oilers, c'était mon équipe quand j'étais jeune. C'était mon équipe favorite avec les Gretzky, Messier, Kurri, Coffey et compagnie. Ouais. Là, en juin, ma première et lui, sa dernière saison, c'était comme... C'était spécial. Là. Est-ce que tu y avais parlé? Oui, tu sais, notre souper des recrues, vu que j'étais la seule recrue, je fais comme choisir avec quel gars qui était assis en face de moi. J'avais choisi Jari Kurri. Ah ouais? C'était comme... la légende. Puis on savait que c'était sa dernière année. Puis comme tu dis, c'était la légende. Fait que c'est lui qui... C'était le gars qui complétait Gretzky, hein? Gretzky faisait une passe dans le nowhere. Là. C'est une passe qui s'en allait à personne. Whoop! Kurri arrivait. Il trouvait le moyen de la mettre dedans. Ah ouais. Ouais, c'était... Comment c'était... Tu sais, il était plus dans son prime à ce moment-là, là, Jari, mais c'était quoi son rôle sur l'équipe, tu sais, puis... Comment il était de bonne humeur d'être là. Cette année-là, ça a été plus ou moins bien. On faisait 2 années que la Valence, il avait gagné. L'année d'après, il a fini premier overall, mais il avait perdu contre Détroit en demi-finale, en finale de conférence. Puis cette année-là, il y avait eu... Claude Lemieux, et je pense qu'il venait de partir. Il était parti pour le New Jersey. Okay. Il y a eu une couple de gros changements. Là, puis l'équipe, des fois, oui, il y a eu des hauts et des bas, mais il était toujours là pour venir calmer la tempête. Là. Il y avait toujours les bons mots. Puis c'était pas le gars qui parlait le plus dans la chambre, mais qu'est-ce qu'il disait, ça faisait du sens. Puis tout le monde l'écoutait. Ouais. Parce qu'il y avait il y avait plus qu'un leader dans cette équipe-là, là. Patrick. Ouais, tu sais, Patrick, il y avait Joe qui était le capitaine, qui était un leader. C'est un des gars les plus sous-estimés que j'ai joué avec. Tu sais, tout le monde dans ces années parlait de tous les gros joueurs, sauf oui, on parlait de Sakic, mais Sakic, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué, là, je pense. Ouais. Puis il y avait Forsberg aussi, il y avait Adam Foote qui était défenseur, puis tu sais quand Raymond est arrivé, c'était un autre gros morceau. Puis l'année de la coupe, il y a eu Rob Blake qui est venu jouer à la défense. Tout ça aujourd'hui, c'est impossible. Là. Si on parle de cap salarial, tout ça, c'est impossible. Là. À moins que les gars décideraient de jouer pour $1 million. Pour pas cher. Là, ça serait impossible. Mais dès que le cap salarial est arrivé, Forsberg s'est ramassé à Philadelphie. Les gars sont tous... C'était impossible de garder ça. Non, parce que il faisait déjà un bon salaire. Pendant la dernière saison, il faisait proche du 10 millions. Et où il faisait 10 millions, il était comme 3 gars à faire ce salaire-là. Fait que c'est quasiment proche de la moitié du cap. Là, on parle de 2002. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, il ferait encore plus là. Ouais. Puis le gars, toi, qui t'a le plus impressionné avec qui t'as joué, c'était Sakic? Ouais, c'est juste la manière... faut le connaître, faut jouer avec pour le savoir. C'est pas... comme je te dis, même lui, c'était pas le gars qui... C'est un capitaine...
t'as des enfants, puis c'est le modèle à suivre. Là. C'était pas le gars qui sacrait non plus dans la chambre, quoi que ce soit. Mais il y avait toujours les bons mots. Que ce soit avec juste les femmes. Moi, ma femme, quand elle est arrivée au Colorado, elle connaissait pas personne, elle parlait pas trop l'anglais. Puis le premier joueur à venir voir ma femme quand il y a eu un souper d'équipe, c'est Joe Sakic qui est venu comme se présenter, puis il mettait à l'aise, il mettait tout le monde à l'aise. Là. Puis quand ça allait pas bien, il allait voir le gars, puis il y avait toujours les mots d'encouragement, que ça soit le top de l'équipe, le gars qui jouait à 4, le gars qui jouait pas beaucoup, il était toujours là. Trouver les bons mots. Même Lucie, des fois, là, il y a eu des passes que ça allait pas comme il voulait, une saison, là, des hauts, des bas. Je me souviens qu'il était comme une dizaine de games sans avoir compté un but. Une chance qu'il était pas à Montréal, parce qu'il en aurait entendu parler plus. Mais je veux dire, je le voyais se pitcher à terre, bloquer des shots. Fait que là, il est arrivé au banc. J'ai dit, Joe, ça c'est ma job. Là. Toi, tu fais 10 millions. Arrête de faire ça, parce que si tu te blesses, ça va coûter cher. C'est ça. Mais là, il a dit, quand tu scores pas, faut que tu trouves le moyen d'aider l'équipe à n'importe quelle façon. Là, je suis pas capable de scorer, fait que je bloque des shots pour aider le club. Fait que j'ai pas eu un mot à rajouter, j'avais rien à dire. Ouais, c'est tough à contredire. Puis, tu sais, c'était le gars qui quand mon fils il est né, mon premier enfant, on jouait à Saint-Nosé, une game hors concours. Oh, pré-saison. Pré-saison, c'était dans la dernière game, puis Bob m'avait donné un anan, il m'avait mis dans la game, il m'a fait jouer avec Sakic, puis Milan Eduk, qui était l'ailier droit. Bon, un autre gars de 50 buts. Il avait 100 buts, puis moi, j'en avais 4 par année. Puis, c'est ça, la game, je me souviens pas du résultat du match, mais la game, c'est ses dernières minutes, puis Joe, il est venu comme s'excuser. Excuse-moi, j'ai pas été capable de te faire scorer à soir. C'était pas grave. Juste, moi, j'avais dit juste d'avoir joué un match complet avec toi, c'était un honneur. Puis là, je savais que mon gars était pour Night. Il m'a pas dit à mes enfants, j'ai joué une game au complet avec Joe Sakic. Il me regardait, c'était sérieux. Ben ouais, on va pas dire. Puis mon gars, il est né le lendemain, le surlendemain. Fait que ça m'a toujours souvenu mon dernier match. Pas mon dernier, mais avoir joué un match complet avec Joe. T'sais, il l'appelait Super Joe, pis c'était pas pour rien. Là. Les passes étaient sur le tape. Ouais, t'as sur le tape. Puis lui, il en faisait des patins, puis il était capable de. Il a ramassé pareil. Mais lui, c'était son fameux tir, là, son fameux wrist shot qui était. Tu sais, l'année qu'on a gagné en 2001, personne s'en souvient, mais la finale de conférence, Forsberg, il était blessé, il était pas dans le line-up. Un appendicite. Ouais, fait que le gars qui a pris ça sur ses épaules, c'est Joe, là. Fait que il a trouvé le moyen de produire et de faire produire les autres alentours pour permettre à l'équipe de justement gagner, parce que tout le monde voyait finir. Quand Forsberg était blessé, puis personne ne voyait le Colorado finir pour gagner la coupe. Ouais. On a traversé Saint-Louis en 5, puis en finale, on perdait 3-2, puis encore là, tout le monde pensait qu'on était fini, mais il y avait beaucoup de caractère dans cette équipe-là. Puis on a trouvé le moyen de gagner. Ça débordait de caractère avec un certain Patrick Roy à lui tout seul. À lui tout seul, t'étais en confiance. C'est comment être dans le vestiaire avec Patrick? C'est facile. Tout le monde pense que c'est... Facile ou épeurant? Non, c'est ça. Non, c'est ce que les gens pensent. Il est pas... Ça faisait comme 4 ans, là, j'étais avec, puis j'étais un peu son roommate des fois. J'étais à l'aise avec Patrick, là. Tout le monde a une anecdote avec Patrick. L'anecdote, on a déjà entendu parler, mais moi, je l'ai vécu, puis la game 6 décisive à New Jersey. Là, c'était encore plus silencieux que d'habitude dans la chambre. T'entendais le tape dérouler, personne parlait comme je dirais, les 10-15 minutes avant le warm-up. Le Raymond, il a parlé aussi comme d'apprécier le temps puis de dire mettez pas ça on est là, faut gagner. Pensez pas on va avoir une autre chance, vous savez jamais, puis c'était sa 21e saison. Lui, il parle, après ça, Patrick, juste avant d'embarquer, il avait dit au gars, donnez-moi un but, on gagne la game. Mot pour mot, là, c'était ça. Fait que quand le gars dit ça, tu fais ouf, là on est dedans ce soir. Puis foot, il avait scoré un but quasiment de la ligne rouge, de la ligne bleue, c'était quasiment de domper le pack, puis à passer entre les deux jambes à brodeur en fin de la première période. Ce qui arrive pas souvent. Non, ben là on a eu les devants 1-0, puis on a gagné 4-0. Ouais, je me souviens d'un arrêt de cette game-là.
Sur Il en a Patrick fait Eliash, plusieurs. là. Mais il y en avait un, là, c'était presque un Ben, open ça, je te net. dirais, c'est la Game 7. C'est la Game 7, Ouais, celle-là? c'est la Game Ok, 7, ah, ben, t'as celle-là. meilleur souvenir que moi, comment ça se peut. Mais je me souviens, à le revers, puis il Ouais. tire la pad, là. Je pense Et maman. qu'on menait la game peut-être 2-0. En tout cas, c'était serré, c'était la fin de période. Puis je me souviens quand il a fait cet arrêt-là aussi, ben, tu te dis, tout le monde est en confiance. Ouais. On savait que... Mais là, c'est parce que Game 6, c'est là que ça se jouait, on dirait. On dirait que c'est lui qui gagnait ben, celle-là. là, quand on l'a gagné, là, on s'est dit, ouf, là, c'est pour vrai, il en reste une, on s'en retourne à la maison. Mais l'affaire, je me souviens, il y avait comme 2 jours de congé. Là. Tu sais, habituellement, Ouais. tu joues à tous les 2 jours, mais là, on avait hâte de la rejouer. Là. Ouais, c'est ça. Et on avait seulement 2 jours. On avait encore 2 jours de congé avant d'attendre au samedi. Mais là, on avait hâte de la jouer, mais on avait comme peur de perdre le momentum. Ouais. Mais non, encore... Parce que Raymond, là, ça achevait, là. Raymond, je sais pas si... Ça a fini là. Je sais pas si Raymond aurait joué une autre de plus, là, si vous aviez perdu, tu sais, en finale, tu sais, c'était... Je sais pas. Il y a juste Raymond qui le sait. Ouais, là. c'est ça. Mais ou peut-être que même je pense pas. C'est la manière qu'il parlait, c'était comme sa dernière, c'était fini, là. Mais, tu sais, on veut pas penser si on l'avait perdu, on l'a gagné. Ouais, non, gagné certains, ça avait commencé, je pense, Alex Tanguay 2 buts en finale, Ouais. puis Sakic, entre les jambes, tiré à travers Scott Ouais, Stevens, là. Ouais, puis tu sais, même Stevens, il faisait peur, ça glace. Je sais pas. Ben, je sais pas Tous ces coups qui sont rendus je pense que illégaux. c'est la game 6 ou 7, ben, tu sais, t'as souvent confronté à Sakic. Puis Sakic, c'est pas le gars qui donnait le plus de mise en échec, mais cette game-là, il avait frappé solide Steven, puis Ouais. Steven, il a tombé sur le cul. Fait que Ouais. tu vois ton capitaine faire ça contre Steven, tu sais, tous ces petits détails, toutes ces petites Ouais. affaires-là, ben, il fait en sorte que Tu suis le train. on était pas dû pour la gagner, on l'a gagné. Ouais. Parce que Peter Forsberg, quand on l'a vu en Suède, il nous a raconté qu'une année, pas cette année-là, je pense, une autre année plus tard, dans les années 2000. Parce que, tu sais, le problème avec les joueurs en série, c'est que vous perdez beaucoup de poids. Vous jouez Ouais. tellement. Vous jouez 2 jours, tu passes pas. Il y en a qui perdent 10 livres, une dizaine de livres dans les séries, ça peut monter vite, puis c'est drôle au début, mais quand on arrive en finale, là, t'es brûlé, tu sais. Ouais. Puis il disait, les autres années, j'avais trop perdu de poids. Fait que là, je me suis dit, là, faut que je fasse attention. Puis là, la première série, c'était contre San Jose, je pense. Puis c'était l'année où vous gagnez la série 2-0. Puis c'était avec Bob, qui était coach, je Ouais. pense. Puis là, il dit, bon, on gagne la série 2-0. Faudrait que je me tempère un peu, la question de pas trop perdre de poids. Puis là, vous avez perdu la game 3, vous avez perdu la game 4. Fait que là, c'était revenu 2-2. Puis il dit que Bob est rentré dans le vestiaire, tu sais, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce que c'est quoi, là? Puis Patrick, avec son franc-parler qu'on lui connaît, a fait, ben, c'est de sa faute à lui, en pointant Forsberg devant tout le monde. C'est lui, là! Il se donne pas! Puis là, tu sais, Forsberg a fait, OK, tu sais, fait que, tu sais, c'était drôle de, tu sais, tout le monde a comme son anecdote avec Patrick, Colin, viens-tu de me... Il dit, tu sais, je peux pas le contredire, il avait raison. Tu sais, c'est vrai Ouais, que... puis je pense que cette année-là, en plus, là, Ouais. excuse-moi de te couper Ah non, la parole, mais c'est l'année que Forsberg est arrivé juste pour les séries. Il avait pas joué de l'année. OK. Puis il est 2000. arrivé, c'est 2003. L'année d'après, 2001-2002. Ouais. Parce qu'il avait comme pris sa retraite. Le camp est on avait fait le camp chez eux en Suède en 2001. Là. Ouais. Puis septembre, puis là, il a comme dit que là, il revenait pas, il avait des problèmes de cheville. Puis, Ouais, son maudit pied. puis là, il est revenu pour les séries. Puis là, c'est ça, Pat, on l'a pas eu de l'année, là, il se pogne le cul dans les séries. Ouais, c'est ça. Oui, il l'avait dit, mais Peter il avait le caractère pour le prendre aussi, puis après, ben, il était pas de chable. Ben, c'était pas un gars non plus qui était connu. Tu sais, c'est pas un gars qu'on peut dire qui est paresseux, Forsberg, tu sais, c'est un gars qui se défonçait. Ouais. Mais là, tu disais, il essaie de tempérer, mais je pense qu'il y a même, je sais pas si c'est cette année-là ou une autre année, mais il avait fini premier scoreur des séries. Premier des séries, ouais. Puis vous aviez même pas joué en finale. Non, c'est ça. Ben, là, cette année-là, on avait, je me souviens, les séries avaient été tough, là. On avait gagné en 7. La première série, c'était contre Los Angeles. La deuxième série contre San Jose, on avait gagné en 7. Puis la troisième, ben là, on avait perdu en 7 contre Détroit. Ça brûle. Ben, tout le monde était blessé. Même avoir gagné contre Détroit, c'est pas, d'après moi, il aurait fallu rappeler bien des gars de la ligne américaine. C'est l'année que Caroline avait perdu en finale contre Détroit. Parce que 2002. Le médecin il était très occupé dans la chambre. On avait plus de besoin de taper les gars que taper les bâtons. Ah puis ouais. c'était Parle-moi donc de Forsberg un peu. Tu sais, je t'en ai parlé, on est allé le voir en Suède. Un lien un peu spécial avec lui, le podcast. Là. D'ailleurs, il était de passage à Montréal il y a une couple de semaines. J'ai vu ça sur Instagram, sa femme.
était venu à Ottawa pour un mariage. Bref. Ouais, il était comment comme gars? Puis ton souvenir de lui, en fait? J'en ai un bon, là. Moi, j'étais un gars de 3e, 4e ligne. Puis Peter, ça allait plus ou moins bien. Il était une passe, ça allait moins bien. Puis comme pénitence, ben, excuse Bob, il l'a mis sur ma ligne avec moi, puis il chante pour Dean. Fait que nous autres, c'était comme, on était excités, on jouait avec Forsberg, mais lui, il était comme en calice. On jouait avec 2 plombiers. Fait que là, Sean Pauline, mon Dieu. On a eu une game de 3 points, une de mes seuls en carrière. Là. Nous, dans le temps, on avait le droit d'accrocher un peu plus. Puis on y a fait de la place. C'était contre Nashville. Nashville, c'était pas la puissance dans la ligue dans ce temps-là. On avait eu les 3, une game de 3 points, mais ça n'a pas été long qu'on l'a perdu. Il a retrouvé sa place les 2 premiers trios. Donc, ça a été fini, mais juste d'avoir joué un match, avec lui, moi, je savais qu'il était frustré. Fait qu'on était sûr qu'il était pas bien performant, là, puis on n'était pas de calibre avec, mais on a le sens qu'il était tout seul sur la glace. Quand on était avec lui, c'est son trio, là, il était une coche en avant de nous autres. Mais il avait le don de rendre des autres meilleurs côtés, puis il l'avait prouvé ce soir, là. C'était un passeur d'abord avant tout. Moi, dans mon souvenir, t'as-tu joué de défense? Ouais, j'ai joué partout. C'est ça que j'allais dire, parce que t'es comme, je suis rendu attaquant, je suis comme, moyen au collé. Parce que moi, dans mon souvenir, t'étais attaquant. Après ça, quand je suis allé voir les affaires, j'ai vu que t'es marqué de défense. J'ai joué à défense, là, jusqu'en 2000, 2000 peut-être. Là, c'était il y a eu un paquet de défenses. J'ai été blessé. Là, je pense qu'on était les 6 défenseurs quasiment qui étaient blessés. Okay, j'étais pas il y a bien des gars qui ont eu des échanges. Là. Quand mon tour était revenu au jeu, on était rendu 10 défenseurs réguliers. Hop. Là, il n'y avait plus de place. Que là, il y avait comme un spot à l'avant. Puis oui, je voyais à l'avant, mais aller grinder. Parce que moi, mon souvenir, c'était que tu étais attaquant 3e ligne, 4e ligne. Après ça, je vais voir les affaires défenseur. Bon, j'ai un mauvais souvenir. En même temps, je me sentais un peu mon gars. Mais là, non, c'est ça, t'as bel et bien joué en attaque. Je suis pas fou. Non, j'ai joué partout. Il y a une game à Saint-Louis, là. J'ai fait les 5 positions sur la glace. Puis là, c'est... Goaler? J'ai demandé parce que Patrick, il s'était blessé pendant le match, une blessure mineure. Bon, on menait le match comme 6-0, 6-1, là, c'était pas un blanchissage. C'était 6 ou 5-1. Puis c'était McDonough qui était le backup. Puis là, j'ai demandé à Mac, j'ai dit, fake une blessure, m'aller goaler. Moi, être le seul joueur d'histoire, je pense, avoir fait les 6 positions pendant le game. Et Marc, il a choqué. Il est pas game. C'était quoi, t'avais joué l'aile gauche, attaque, l'aile droite, j'ai fini à la défense. Et la game, il y a eu des blessés aussi à la défense. J'avais des gars dans la boîte de punition. Fait que là, j'allais remplacer un chiffre à la défense. J'ai fait droite-gauche les 5 positions. Même au centre. Au centre. Ah, mon Dieu. Incroyable. T'as parlé de rivalité, t'as parlé de série. On peut pas parler de l'Avalanche sans parler des Red Wings. Des Red Wings, ben oui. Ça a dû faire bouillir ton sang pour te garder en vie, mais je pense qu'ils célèbrent à chaque 5, 10, 15, 20, 20, là, c'est 97, 18, là. Mais le fameux, l'incident à Claude Lemieux, c'était sur Malby ou Draper. Oui, Draper, ouais, j'ai mélangé tout le temps avec Chris Draper. C'était comment quand vous jouiez contre Détroit, puis parle-moi un peu de ça. Il y avait c'était toujours une game de série, même si c'était dans la saison régulière. Ouais. L'incident Draper, moi j'étais dans la ligne américaine, j'étais pas avec l'équipe. Je l'ai pas vécu d'approche là, avec dans la chambre ou quoi que ce soit. Mais tu sais, après ça, là, il y avait toujours la rivalité, là, tu le sentais, même si Claude t'a pu avec l'Avalanche, il était parti au New Jersey. Tu savais qu'à chaque match, tout le monde mettait un petit extra. On jouait juste 4 games contre Détroit pendant la saison. Puis on les a affrontés 2 autres fois dans les séries. On les a battus une fois, ils nous ont battus après. Mais c'était toujours spécial. Puis il y a une équipe que j'avais toujours de la misère à respecter, c'était Détroit. Je voulais, tu sais, quand t'es éliminé, puis même encore les dernières années, je voulais pas voir Détroit gagner la coupe. Même si c'était plus fort que moi, Détroit, j'étais pas capable. 2008. Ça, je voulais pas. Ils ont battu les Pingouins en 2008. On avait un gars de la place qui était dans un but. Fleury. Fait que, tu sais, mon cœur, il était avec Pingouins. L'année d'après, ça s'est l'année d'après, ça s'est replacé.
Mais on a eu la chance de jouer une game d'anciens, là, une game extérieure il y a 2 ans, contre les Red Wings. Puis je veux dire, la hache de guerre s'était enterrée là. Ouais. Tu sais, ça faisait spécial de revoir justement les vieux gars, puis se revoir autre qu'une game qui comptait, là, même que la game elle comptait pareil. Là. Il y avait c'était quand même intense comme match de vieux. Là. On voulait pas perdre. Là. Puis eux non plus. Eux non plus. Puis on avait comme un règlement entre nous autres qu'on n'avait pas le droit de domper le puck, si tu veux. Là. Ouais. C'est une game. Slap shot, pas le droit de slap shot? Ouais, non, on avait le droit. On avait le droit, Ben, tu sais, c'était pas... ouais. Mais on menait la game 4-1, je pense. Puis on met ça 4-2. Il restait peut-être 8-10 minutes à jouer. Puis là, entre nous autres, on a dit « Fuck le rule, là. On dompe le puck, faut gagner. » Une game pour les fans. Non, pas partir de ça. Non, faut gagner. On a gagné pareil. On a gagné, je pense, 5-3. Comme quoi, vous vieillissez, mais vous changez pas. Non, ça change pas. Dans nous autres, l'orgueil... C'était une game extérieure, ça, non? Ouais, c'est la série des stades qui appelait. Puis il y avait plus. Winter Classic. Il y avait plus d'engouement envers la game des vieux que le lendemain, la game, la vraie game, là, si on veut, là. Forsberg était là, ben c'est ça, tout à revoir ces gars-là. Ça faisait 15 ans qu'on s'était pas vu. Ben, pas qu'on s'était pas vu, mais ça faisait le 15e anniversaire de l'équipe 2001. Mais il y avait des joueurs d'édition 96 qui étaient là aussi. Fait que juste de se revoir, c'était spécial, là. Tu sais, on est arrivé le jeudi soir, on jouait le vendredi. On est arrivé le jeudi dans la journée, puis il y avait pas de couvre-feu là pour nous autres le jeudi soir. Là, fait que ça finit tard? Ouais. Il faut bien profiter de la retraite à un moment donné. Ouais, tu sais, le gars qui est pour Détroit qui a veillé le plus tard, c'est pas surpris, là, c'était Chelios qui est resté avec nous autres depuis longtemps. Fait, parce que vous étiez les deux équipes ensemble le jeudi. Les deux équipes en même hôtel. OK. Puis il y avait comme un souper d'accueil la veille, mais tu sais, c'est pour ça qu'on... C'est comme je te dis, là, on se parlait, là, c'était comme fini. Là, c'était 10 ans passés, c'est fini. Là, puis... C'est qui tes amis les plus proches dans la gang? Colorado, mes compagnons de trio du temps, là, Sean Podin, Stéphaniel, c'est des gars que... Stéphaniel, mon Dieu, ouais. Je vois c'est pas un franco-ontarien, lui? Ouais, il vient natif de Bourgette, un petit village pas loin d'Ottawa, je pense. Puis c'est ça, quand on se revoit pas souvent, on se parle une fois par année peut-être, là, c'est dans le temps des fêtes. Mais ça fait toujours spécial de se revoir. Puis il y avait Dine Note qui était là aussi à cette époque-là. Ça en était un autre qu'on a eu du fun, soit sur la glace ou aussi à l'extérieur. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Avec les gars, on jouait sur la route, puis la motivation, c'était pour gagner, puis pour avoir du fun le soir. Là, on voulait sortir le soir, puis on avait quand même l'appel. On savait que c'était pas être pour publiciser quoi que ce soit, mais pas sur Instagram. Disons que en gagnant, on savait qu'on était professionnels aussi. Les gars savaient, on rentrait pas tout croche à l'hôtel après game ou avant game, mais on avait quand même on avait le plaisir d'être ensemble puis de jouer ensemble. Puis sauf pour faire la fête, il faut que tu gagnes. C'est ça. Présente-toi. Si tu veux faire la fête, mais quand c'est le temps de te présenter, présente-toi. L'alimentation aussi n'était pas la même à l'époque. Non, on a mangé nos ailes à cette heure. Non, ils sont beaucoup plus suivis. La Harvey's après game. Ils ont même un traiteur à l'arena. Nous autres, on avait des bagels, des carbs, une cafetière. Ouais, c'est ça. C'était une boîte de muffins, mais c'était ça que... Sean Podin, que Sean, ça s'écrit S-H-J-O-N. Un orthographe que j'ai jamais revu ailleurs après. Non, un des gars de l'Avalanche je sais pas pourquoi. Je pense que son père l'appelait John, puis sa mère Sean, puis on fait un gros compromis. Un compromis comment l'écrire. Il y a un gars de votre temps d'Avalanche qui travaille au NHL Network. Reed? Dave Reed, ouais, c'est ça. Puis on l'appelait le colonel, là, avec sa coupe de cheveux. Ouais, il a de l'air, hein. Il est allé en 2001, il avait la même coupe de cheveux, puis il avait encore les cheveux gris. Ah ouais? C'était le mononcle de l'équipe, si on veut, là, mais c'était un bon gars, là. La coupe avec Raymond, tu souviens-tu un peu, tu sais, ce moment-là, tu sais, quand on s'en souvient, Joe Sakic a remis la coupe directement, avant même de la lever à Raymond Bourque.
Tu te souviens-tu de cette soirée-là, ce moment-là, la chambre, Ouais, Raymond Bas? T'es Québécois, vous parlez souvent français, toi puis Raymond. Ouais, tu sais, on était 4 Québécois dans l'équipe. Il y avait moi, Alex Tanguay, Raymond puis Patrick. Ouais. Puis j'ai été chanceux, j'ai été sur la glace là, les derniers 20 secondes. Ah, J'étais sur la glace. Les gants, oui, donc. Ouais. Puis là, maintenant, c'est parce que le temps passe vite, puis tu sais plus où ce que t'es, puis tu sais, on t'apprécie pas le moment présent assez. Là, tout est en fête. Là. Oui, je me souviens, on a vu, on savait que Raymond était après avoir la coupe le premier. Puis tu sais, de le voir, c'était comme, c'était spécial. Puis d'avoir tout le monde, tu sais, il restait 10 minutes à jouer, tout le monde était debout. Ouais. Quand ça s'est gagné, lui, le voir lever la coupe, t'sais, tout le monde en avait les larmes aux yeux, de l'avoir gagné, puis de voir lui, puis de voir tout le monde, puis ta famille est là. C'était spécial. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que la game, nous autres, était de bonne heure avec le décalage. Fait qu'on jouait la game à 6 heures. Fait que là, tu fais la fête après la game, mais t'es encore c'est un high un peu. Fait que si tu te couches, tu sais plus à quelle heure, t'es comme, c'est plus dur, les après-matchs, puis les parties d'après le coupe sont plus tough que de gagner la coupe. Ils sont plus le fun, par exemple. Ils sont plus le fun, mais t'as moins d'heures de sommeil, puis t'es plus magané que les 2 mois passés pour l'avoir gagné. D'ailleurs, tu as un souvenir intemporel de la coupe, pas de la coupe, de la coupe sur ta jambe. Ouais. Qu'est-ce que t'as sur ta jambe? J'ai le tatou de la coupe, ouais. Je l'avais toujours dit, un jour je la gagne, je me fais tatouer. Puis durant les séries, on en parlait un peu, mais il y avait peut-être 6 gars qui disaient « Ah, moi aussi. » Ouais. Puis l'année d'après, quand le camp a commencé, on a eu comme un tournoi de golf annuel. On était juste 2 gars, incluant le soigneur. Ça l'a fait tatouer les autres. Je pense qu'il avait choqué. Ouais, c'est ça. T'as failli le perdre, ce tatou-là? Ouais, j'ai failli le perdre 4 ans. Et septembre 2013, il nous reste moins de temps, mais vas-y, parce que c'est quand même l'histoire de ça fait classique. Peur, c'est comme... je m'amusais avec les gars après la pratique. Ouais. Puis j'ai eu une petite coupure sur le tibia, sur la jambe. Puis, on en a tous eu. Puis là, tu sais, les petites bébites mangent pas les grosses. C'est pas vrai, là, cette heure. Puis, les bébites ont changé. Puis, tu sais, comme le bon vieux remède de grand-mère qui dit laisse une plaie, ça va sécher, ça va guérir. C'est qu'est-ce que j'ai fait. Puis, ça a mal reviré. Durant toute la semaine, j'ai été hospitalisé. Ils essayaient de me donner des antibiotiques pour la bactérie, mais ils n'étaient pas capables. Puis, ils sont aperçus que c'était la mangeuse de chair. C'est à la fin de la semaine. Puis là, quand ils sont rendus qu'ils te font des macs au stylo sur ta jambe, voir comment que ça monte. Là, ils ont été capables de me sauver, si on veut, mais j'avais confiance parce que le médecin, c'était M. Béliveau. C'est lui, dans le temps, qui avait... Il était capitaine des Canadiens, oui. Non, c'est pas le même. Mais qui était médecin de M. Bouchard, qui était le premier ministre dans le temps. Fait que quand t'entends ce nom-là, t'entends sa biographie, tu dis, je suis en de bonne main. T'espérais peut-être avoir pas le même résultat que Lucien, par exemple? Non, c'est ça. Il m'avait comme rassuré que, ça faisait comme 20 ans plus tard, là, que là, j'avais été pris juste à temps. Puis qu'il avait trouvé des antibiotiques. Ils ont dit, ça va être fort, ça va être épuisé. Puis ils donnaient des antibiotiques à toutes les 3 heures. Puis c'est ça. Ils ont été capables de... parce que ta jambe avait enflé, là, quand ça n'avait pas de bon sens. Ouais, c'était comme un tuyau de poil, là. J'avais plus de cheville, là. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que la fille t'a dit, genre de phrase un peu coup de poing quand elle a vu ta jambe? Ouais, la chimiste qui était à l'hôpital, comment qu'elle avait dit ça? Elle dit, si on était en brousse, c'est sûr qu'on te coupait la jambe. Bon, ça rassure quelqu'un. Elle dit, inquiète-toi pas, on n'est pas en brousse. Elle dit, on va te sauver. Puis là, elle me parlait justement de docteur Béliveau qui était avec elle, puis qu'elle a dit, on va te donner 3 antibiotiques, ça va être fort, puis là, tu vas être ici pendant 3-4 jours, on sait pas. En tout cas, c'était une expérience, mais on souhaite pas à personne. La morale de l'histoire, c'était que, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça pour les gens qui écoutent, c'est que quand tu as une plaie, c'est de la recouvrir. Parce que dans le fond, tout ce qui s'est passé, c'est que ça s'est d'une manière ça s'est infecté, puis c'est la nature, tu sais, c'est pas... Donc, si vous jouez, recouvrez une plaie parce que sinon, tout peut rentrer là-dedans, là, puis ça peut dégénérer. On a fait quasiment une
pas une maladie, mais aussitôt j'ai une petite coupure ou quoi que ce soit, ça me prend des plasters. Ça marche. Même mes enfants sont rendus comme ça aussi. On apprend, là, c'est sûr. Puis même mes joueurs, cette année-là, aussitôt qu'il y en avait un qui était fendu, c'était comme les plasters. Donc, il faut frôler c'est une chance de, je sais pas comment de millions. J'avais plus de chances de gagner à la loterie que d'avoir la bactérie. Va t'acheter un billet. Je peux pas faire l'annonce. Je préfère l'annonce, justement, qui est comme moins heureuse, cette bout-là. Écoute, ce qui sonnait, c'était pas mon téléphone, c'était l'alarme, parce que, évidemment, comme je t'ai dit tantôt, il faut que je parte pour un tournage, mais on a déjà 1h20 quelques de jaser. Merci d'être venu faire un tour à Montréal, c'est vraiment apprécié. Pour ceux qui sont des jeunes joueurs et qui aimeraient jouer collégial et qui ont le potentiel de jouer collégial, Sorel-Tracy, le cégep de Sorel reste une option. On m'a même dit que tu étais un coach extrêmement impliqué, que même t'allais jusqu'à héberger des joueurs, des fois, chez vous. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas moi qui héberge les joueurs, c'est notre responsable des sports. Moi, ma famille est assez grande comme ça. J'avais 3 enfants, mais que t'étais vraiment impliqué. Je veux dire, le souper la party de Noël, ça, je le fais chez nous. Ça, c'est, on est une trentaine chez nous, puis c'est ma femme puis ma belle-mère qui font manger. Si j'ai compris que tout le monde doit chanter une chanson? Les recrues, ça. Les recrues. C'est l'initiation. Puis les juges, c'est Madame Fabienne avec ma femme, ils sont les juges officiels. Ouais. Le pouce en bas, le pouce en haut. Même que vous avez des super beaux voyages là, pour des gars qui veulent même après jouer en Europe. Vous êtes allé à Cergy ou à Annecy. On est allé à Annecy en France. Puis on est allé au Colorado 2 années aussi. Puis souvent on fait un voyage là, quand c'est pas ces gros voyages là, on va souvent dans la région de Boston ou New York faire une fin de semaine, des showcases là-bas. Toujours une belle opportunité de se faire voir par des recruteurs des collèges américains. C'est ça. Et c'est drôle. Fait que très content de t'avoir rencontré. Puis en plus la seule c'est drôle parce que moi j'allais au collège juste à côté pas loin, puis à l'Arena Brébeuf, il y a un bâton Éric Messier. Je sais pas si tu savais ça. Je savais tu viens pas de ça. Non. Parce que vous étiez venu pratiquer. Je pense que c'était en 2001. Ouais, je m'en souviens. Je me souviens, ma classe donnait sur l'aréna la fenêtre. Puis tout le monde était là. Et là, la maudite cloche arrivait pas. Puis quand la cloche est arrivée, on est parti en courant. Puis votre boss partait. Vous étiez timé que, je pense, pour les classes, vous sacrez le camp. Sinon, ça aurait été les autographes à pu finir. Fait que, puis c'était dans le temps de tanguer, tout ça. Ouais. Fait que, on était arrivé à l'aréna, vous quittiez. On était comme, non! Je pense que tout le monde voulait aller aux toilettes. Les 10 minutes avant, la prof était vraiment pas ignorante de ça. Elle était comme, non, je pense que vous voulez juste aller à l'aréna. Et le temps qu'on arrive, bref, vous quittiez. Puis, une affaire que je pense que t'as dû laisser derrière, là, en guise de, quelqu'un a dû te demander à l'aréna, en tout cas. Puis, fait qu'il y a un bâton Éric Messier signé. Qui traîne dans une vitre à l'Arena Brébeuf, si tu vas aller faire un tour, ou pas. Mike Ribeiro, aussi, les Canadiens étaient venus. Parce qu'il y a quelques bâtons qui traînent, dont celui d'Éric Messier, ou comme disent les jeunes aujourd'hui, C'est qui, lui? Éric, merci d'être venu. Bonne saison. Ça fait plaisir. Merci bien. Yes, bye bye. Bye. Un énorme merci à Monsieur Éric Messier d'être passé à Montréal au podcast. J'apprécie grandement. Salut également à Madame Fabidou Lidou, ma tante, et je note la fesse gauche pour rééquilibrer le yin et le yang. Et je voulais aussi vous mentionner, j'ai oublié d'en parler en ouverture, mais une autre raison pourquoi j'ai la voix amochée, je reviens tout juste du lancement du Killing où j'ai vu les 4 premiers épisodes. C'est une web-série à laquelle j'ai participé dans un rôle très modeste, celui de Vertèbre, le moniteur de 15 jours du service de garde extrêmement zélé. Et j'en parle pas parce que je suis dedans, parce que c'est pas ça qui est important, mais bien parce que c'est une série qui me tient extrêmement à cœur. Je viens de voir les 4 premiers épisodes. Écoute, j'aurais voulu toutes les voir d'une shot. C'est vraiment excellent. C'est sur nouveau.ca, noovo.ca. C'est le volet web de VTélé. Anciennement TQS, pour ceux qui regardaient Happy Gilmore en reprise en français dans les années 90. C'est écrit et réalisé par Alec Pronovo. C'est un gars avec qui je fais toutes mes vidéos. Le pain aux bananes, c'est lui qui a réalisé. Le vidéoclip d'un bon coke avec la glace. Toutes mes vidéos promo de ZooFest depuis des années, c'est avec Alec. Il a écrit et réalisé cette série-là et c'est son idée originale. Ça se passe dans les camps de jour. C'est vraiment bon, honnêtement. C'est drôle, c'est touchant.
sa look. Honnêtement, je suis vraiment fier de lui. C'est son premier gros projet indépendant financé et j'espère sincèrement que ça va devenir un jour un projet télé. Ça s'appelle Le Killing, ça se passe dans les 15 jours. Honnêtement, allez checker ça, nouveau.ca. C'est en ondes depuis le 7 janvier sur le site et c'est 2 épisodes par semaine. Ça se binge-watch comme des petits M&M. Qu'est-ce que tu regardes là-bas, ça? Alors, allez checker ça. J'en ai pas parlé dans le dernier épisode. Allez checker ça. Là, ça fait déjà quelques semaines que c'est sorti. Donc, Le Killing, nouveau.ca. Check it out. It's fun. It's nice. Sinon, allez jouer dehors. Puis à la semaine prochaine. OK, bye-bye. Papa est fatigué. Papa est bien fatigué.